Il pensait juste rentrer chez lui après une nuit de travail épuisante. Mais en ouvrant sa porte à une inconnue sous la pluie, ce père célibataire sans le sou a déclenché une réaction en chaîne qui allait bouleverser sa vie et celle de toute sa ville. Ce qu'elle lui a offert en retour dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. Regardez jusqu'à la fin, vous n'allez pas y croire. Marc Duval avait du mal à joindre les deux bouts en tant que père célibataire dans une petite ville. Sa vieille Toyota Corolla n'était pas terrible, mais elle lui permettait d'aller à ses 3 boulots et d'emmener sa fille à l'école. Un soir de pluie, un inconnu désespéré a frappé à sa porte pour lui demander de l'aide. Même s'il devait bosser le lendemain matin, Marc a fait quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. Il lui a donné ses clés. C'était tout ce qu'il avait à donner. Mais parfois, les plus petits gestes de gentillesse ouvrent les plus grandes portes. Le lendemain, cette même inconnue est revenue. Pas dans sa vieille voiture, mais dans un jet privé. Ce n'était pas n'importe quelle voyageuse. Elle était l'une des personnes les plus riches du monde. Mais pourquoi cherchait-elle quelqu'un comme Marc ? Et qu'est-ce qui a rendu son simple geste de gentillesse si spécial à ses yeux? Avant de continuer, dis-nous d'où tu nous écoutes. Et si cette histoire te touche, n'oublie pas de t'abonner, car demain, j'ai réservé quelque chose de très spécial pour toi. Papa, le toast fait cette drôle d'odeur encore. Marc Duval leva les yeux de la pile de factures éparpillées sur la table de la cuisine, la voix de sa fille le tirant de ses colonnes de chiffres rouges. Camille se tenait sur la pointe des pieds, près du comptoir, ses boucles brunes sauvages s'échappant de ses tresses faites à la va-vite, le nez plissé devant l'appareil ancien. « Recule, princesse », dit-il en écartant une facture d'électricité en retard pour sauver ce qui restait de leur petit déjeuner. Le toast était brûlé d'un côté, à peine tiède de l'autre, comme d'habitude avec leur grille-pain capricieux. Que dirais-tu de beurre de cacahuète sur le côté bon? Camille acquiesça solennellement et se glissa sur sa chaise habituelle. À 8 ans, elle maîtrisait l'art de faire semblant que tout allait bien, une compétence que Marc aurait préféré qu'elle n'ait jamais à apprendre. Ses petits doigts suivaient les contours d'une carte d'anniversaire faite à la main sur laquelle elle travaillait depuis la veille. Pas pour elle, mais pour Marie, leur voisine qui les sauvait en gardant Camille pendant les gardes de nuit de Marc. Tu crois qu'elle va aimer? Camille brandit la carte, révélant un chef-d'œuvre au crayon représentant des bonhommes allumettes se tenant la main sous un arc-en-ciel. C'est Marie, et c'est moi, et c'est toi, et c'est sa voix que j'ai légèrement capturée. C'est maman dans les nuages. Marc avala sa salive et tartina de beurre de cacahuète le côté mangeable du toast. 3 ans s'étaient écoulés depuis que le cancer avait emporté Émilie, mais des moments comme celui-ci étaient encore aussi douloureux que de marcher sur des morceaux de verre. C'est magnifique, ma chérie. Marie va adorer. L'horloge murale, trouvée dans un vide-grenier et dont le chiffre 6 était légèrement de travers, indiquait 6h45. Le premier quart de travail chez Pierre commençait à 7h30, suivi des livraisons de l'après-midi pour les entreprises locales, puis de la sécurité de nuit au centre commercial de 23h à 5h. Le sommeil venait par intermittence entre les quarts de travail, souvent à la table de la cuisine en aidant Camille à faire ses devoirs. « Ton sac à dos est prêt ?» demanda-t-il en lui tendant le toast. Camille acquiesça, la bouche pleine de beurre de cacahuète. Son uniforme scolaire était d'occasion, mais méticuleusement propre, repassé tard la veille pendant qu'elle dormait. Ses chaussures, en revanche, étaient usées. Un article de plus à ajouter à la liste croissante des choses dont ils avaient besoin, mais qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Madame Rodriguez a dit qu'il y aurait une journée des métiers la semaine prochaine, dit Camille en essuyant soigneusement les miettes de sa bouche. Elle dit que les parents peuvent venir parler de leur boulot. Le cœur de Marc se serra. Ça a l'air intéressant. Je lui ai dit que tu avais 3 boulots, alors tu pourrais peut-être venir 3 fois. Les yeux de Camille brillèrent d'une fierté innocente. C'est plus que les parents de tous les autres. Avant que Marc n'ait le temps de répondre, un léger coup à la porte arrière annonça l'arrivée de Marie. C'était leur voisine depuis 5 ans, une enseignante à la retraite aux cheveux noirs argentés et aux yeux bienveillants qui se plissaient au coin. Marie avait été l'amie d'Émilie avant et après sa mort. C'était leur voisine depuis 5 ans, une enseignante à la retraite aux cheveux argentés et aux yeux gentils qui se plissaient au coin. Marie était d'abord l'amie d'Émilie, puis après. Eh bien, après tout ce qui s'était passé, elle était devenue de la famille. « Buenos das », dit Marie en entrant. L'odeur des tamales frais flottait dans l'air. J'en ai encore fait trop. C'est dommage qu'ils soient perdus si personne ne m'aide à les manger. C'était une danse qu'ils faisaient chaque semaine. Marie cuisinait toujours par hasard. Et, d'une manière ou d'une autre, il y avait toujours assez pour les nourrir. Marc avait essayé de la rembourser au début, mais elle avait fermement refusé. « La famille s'entraide », disait-elle. Et c'était tout. Camille bondit pour la serrer dans ses bras, la carte d'anniversaire cachée derrière son dos. « Marie, c'est vraiment ton anniversaire aujourd'hui ? Ah, mi-amour, tu t'es souvenu. » Le visage de Marie s'illumina. 65 ans, aujourd'hui.
Marc regarda Camille lui remettre sa carte avec emphase, lui expliquant chaque détail dessiné au crayon. Les yeux de Marie se remplirent de larmes à la vue du bonhomme dessiné dans les nuages et elle serra Camille dans ses bras. « Mais Annelle, c'est parfait. La plus belle carte que j'ai jamais reçue. » L'horloge sonna 7 heures. Marc attrapa ses clés. Le contact de la Toyota était capricieux. Il allait lui falloir quelques minutes supplémentaires pour la faire démarrer. « Camille, mets tes chaussures. Marie, merci d'y aller. » Marie lui fit signe de partir. Camille et moi avons de grands projets aujourd'hui. Lecture, mathématiques, peut-être un peu de pâtisserie secrète pour son anniversaire. Alors que Marc aidait Camille à lasser ses chaussures, un billet est tombé de sa poche. C'était le 4e avis de paiement des frais de scolarité. Il l'a rapidement remis dans sa poche, mais pas avant d'avoir croisé le regard inquiet de Marie. L'école privée était le rêve d'Émilie pour Camille, son dernier souhait. La bourse aidait, mais même les frais réduits les mettaient à rude épreuve. « Papa !» Camille parlait tout bas alors qu'il marchait vers la voiture. Jeanne organise une fête d'anniversaire le week-end prochain. Elle a invité toute la classe. Marc sentit son estomac se nouer. Les fêtes d'anniversaire signifiaient des cadeaux, des vêtements corrects, une autre dépense qu'il ne pouvait pas se permettre. « On verra, princesse. Peut-être qu'on pourra. » La Toyota tout sauta 2 fois avant de démarrer à contre-cœur. Camille boucla sa ceinture en fredonnant doucement la même berceuse qu'Émilie avait l'habitude de chanter. Dans le rétroviseur, Marc vit Marie debout dans l'embrasure de la porte, la carte d'anniversaire soigneusement tenue dans ses mains. 3 boulots, des factures à n'en plus finir, et une fille qui s'efforce tant d'être courageuse. Mais lorsque Camille croisa son regard dans le rétroviseur et lui sourit, le sourire d'Émilie, aussi radieux que le lever du soleil, illumina son visage. Marc savait qu'il travaillerait à 100 emplois s'il le fallait pour garder ce sourire. La Toyota a grondé dans leur rue, passant devant les panneaux « À vendre » qui semblaient se multiplier chaque semaine, devant les vitrines fermées des commerces qui n'avaient pas survécu à la crise économique. Une nouvelle journée pour garder la tête hors de l'eau, pour joindre les 2 bouts grâce à sa volonté et à la grâce de Dieu. Marc était loin de se douter que demain, à cette heure-ci, tout allait changer. Mais pour l'instant, il avait une fille à déposer à l'école, 3 jobs à jongler et une Toyota cabossée qui devait tenir le coup encore un peu. La tempête a éclaté juste après minuit. Marc était assis à son poste de sécurité dans le centre commercial désert, regardant les gouttes de pluie couler sur les portes vitrées. Le tonnerre faisait vibrer les fenêtres et, quelque part dans le bâtiment, une enseigne mal fixée grinçait rythmiquement. Son café du soir, le dernier de sa thermos, était froid depuis plusieurs heures. Son téléphone vibra. Un texto de Marie. « Camille a fait un cauchemar. Elle va bien maintenant. Dis-lui que je t'aime plus que tout au monde. » Marc sentit sa gorge se serrer. Émilie disait ça aussi. Il commença à taper une réponse quand des phares balayèrent l'entrée du centre commercial, attirant son attention. Ce n'était pas la voiture de patrouille habituelle, c'était différent. Une élégante berline noire s'arrêta, visiblement coûteuse, mais de la vapeur s'échappait de sous le capot. La portière du conducteur s'ouvrit et une silhouette élégante en sortit, marchant d'un pas assuré vers le parking. Une berline noire élégante s'arrêta, visiblement chère, mais avec de la vapeur qui s'échappait de sous le capot. La porte du conducteur s'ouvrit et une silhouette émergea sous la pluie battante. Une femme vêtue de ce qui avait probablement été un élégant tailleur avant que la pluie ne le mouille. Elle se précipita vers l'entrée, une écharpe de créateur serrée autour des épaules. Marc ouvrit la porte. Sa formation de sécurité l'emportait sur la simple décence humaine. « Maman, tu vas bien ?» De près, elle était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, peut-être une 30aine d'années. Malgré son apparence trempée, il y avait quelque chose d'imposant dans sa présence. « Je suis vraiment désolée de vous déranger, » dit-elle, son accent suggérant une famille aisée et une éducation dans une université prestigieuse. « Ma voiture, je crois que c'est le radiateur. Mon téléphone est déchargé et je roule depuis des heures pour trouver un endroit ouvert. » Marc jeta un coup d'œil à sa voiture. Même avec son expérience de mécanicien, ça n'avait pas l'air facile à réparer. La station-service ouverte la plus proche était à 65 km/h, à Cedar Rapids, ruisseau Cèdre. Elle appuya ses doigts sur ses tempes. « Je dois être à Lyon demain matin. J'ai un rendez-vous que je ne peux absolument pas manquer. » Son sang-froid se fissura légèrement. « Je suppose qu'il n'y a pas de location de voitures ouvertes à cette heure-ci. Pas dans le coin. » Marc hésita. « Écoutez, je travaille au garage de Pierre pendant la journée. Je pourrais vous dépanner demain à la première heure. Demain, ce sera trop tard. » Elle se redressa et chercha son sac à main. « Je paierai ce qu'il faudra. Il doit bien exister un service qui... » Ils disent tous la même chose. Le moteur doit refroidir avant que quelqu'un puisse intervenir en toute sécurité. Dehors, la pluie s'intensifiait. La femme, qui ne s'était toujours pas présentée, faisait les 100 pas. J'aurais dû écouter Jacques et faire réviser la voiture, mais j'ai voulu faire à ma façon.
prouver que je pouvais m'en occuper. Elle s'arrêta, se rappelant apparemment qu'elle avait un public. « Je suis désolé, vous n'avez pas besoin d'entendre ça. » Marc pensa à Camille. À toutes les fois où ils avaient eu besoin d'aide et où quelqu'un était venu à leur secours, Marie avec ses tamales supplémentaires, Pierre qui l'avait gardé à l'atelier même quand les affaires allaient mal, les parents d'Émilie qui aidaient à payer les frais de scolarité quand ils le pouvaient. Parfois, la gentillesse était tout ce qu'on avait à offrir. « Ma voiture, dit-il lentement. C'est pas grand-chose, une Corolla de 99, mais elle roule. Tu pourrais aller à Lyon et demander à quelqu'un de te la ramener demain. » Elle le fixa du regard. « Tu prêterais ta voiture à une inconnue? Tu ferais confiance à une inconnue ?» Cela la fit éclater de rire. Elle l'observa avec un intérêt renouvelé. « Pourquoi ferais-tu ça ?» Marc haussa les épaules. « Parce que tu as besoin d'aide, et parfois, c'est une raison suffisante, juste comme ça. Tu ne veux pas de garantie, de référence, de preuve que je ne vais pas voler ta voiture. Tu vas voler ma voiture? Non, mais alors tout va bien. » Il sortit ses clés, séparant celles de la Toyota du trousseau. Il faut parfois plusieurs essais pour démarrer. La jauge de carburant indique un quart du réservoir, mais il est en fait plein. Et la vitre côté passager ne descend pas, alors n'essaie pas. Elle resta figée, son foulard de créateur goûtant sur le sol poli du centre commercial. « Je ne sais même pas comment tu t'appelles. »« Marc Duval. »« Alexandra, » dit-elle après une pause qui suggérait qu'elle choisissait quel nom donner. « Alexandra Pierrot. » Marc lui tendit les clés. « Enchanté, Alexandra Pierrot. Conduis prudemment. » Elle tendit la main, puis hésita. « Ton travail. Tu n'auras pas d'ennui si tu pars? Le service de nuit se termine à 5 heures. Je vais appeler Pierre. Je lui dirai que je serai en retard à l'atelier. Il comprendra. » Alexandra prit les clés, ses doigts manucurés effleurant les siens, burinés par le temps. « Je te les ramènerai demain, promis. Et Monsieur Duval, merci. Peu de gens auraient fait ça. Parfois, un peu de confiance peut faire beaucoup. » Marc repensa au dessin au crayon de Camille, au tamal de Marie, au dernier sourire d'Émilie. « Prends bien soin d'elle. Cette voiture a beaucoup de souvenirs. » Alexandra acquiesça, serrant les clés comme si elles étaient en or. Elle se retourna pour partir, puis se retourna. « Votre fille, la photo sur vos clés, elle a votre sourire. » Avant que Marc puisse répondre, elle était partie, se dépêchant sous la pluie pour rejoindre la Toyota. Le moteur toussa une fois, 2 fois, puis démarra. Les phares pivotèrent et la voiture s'éloigna, emportant une inconnue dans la tempête. Marc regarda jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent. Demain serait une journée intéressante, avec Camille à emmener à l'école et lui-même au travail. Mais pour l'instant, dans le calme du centre commercial désert, avec la pluie qui tambourinait sur le toit, il se sentait étrangement en paix. Son téléphone vibra à nouveau. Marie lui envoyait une photo de Camille enfin endormie avec son lapin en peluche préféré. En dessous, elle avait écrit « T'es un homme bien, Marc Duval ». Émilie aurait été fière. Il sourit, rangea son téléphone et s'installa pour finir son service. Dehors, la tempête faisait rage. Mais quelque part là-bas, une Toyota cabossée transportait l'espoir sur l'autoroute, kilomètre après kilomètre. L'aube se levait sur Main Street lorsque Marc rentrait chez lui après son service de nuit, les pas lourds de fatigue. La tempête était passée, laissant derrière elle des flaques d'eau qui reflétaient un ciel strié de rose et d'or. Pierre s'était montré compréhensif au sujet de la voiture. Il avait même proposé de venir chercher Marc pour son service de l'après-midi, mais le vrai défi serait d'expliquer la situation à Camille. L'odeur du café et du pain frais flottait dans le restaurant de Joseph. À l'intérieur, les habitués pressés contre les fenêtres se pressaient autour du journal du matin. Joseph lui-même sortit en trombe, le journal à la main. « Marc, t'as vu ça ?» Il lui tendit la Gazette des Ruisseaux Cèdres, ta visiteuse de minuit. Elle est partout dans les journaux. Marc cligna des yeux en lisant le titre. Pierrot Iris portée disparue. La fille d'un milliardaire disparu avant une réunion cruciale du conseil d'administration. En dessous, il y avait une photo d'Alexandra Pierrot lors d'un gala de charité, l'air élégante et puissante dans une robe de soirée. Ses yeux reflétaient la même détermination qu'il avait vue la nuit dernière, même à travers la pluie. La fille d'un milliardaire, se dit Marc, la bouche sèche. Alexandra, Pierrot. Joseph était pratiquement en train de sauter sur place. Les industries Pierrot, Alexandra Pierrot. On dit qu'elle s'est enfuie d'une grande réunion d'entreprise. Sa famille est folle à l'idée de la retrouver. Le téléphone de Marc sonna à ce moment-là, un numéro inconnu. Son cœur bondit, mais ce n'était qu'un journaliste de la chaîne locale. Ils avaient déjà retracé le parcours de la mystérieuse femme jusqu'à leur ville. Pas de commentaires, réussit-il à dire avant de raccrocher. 3 autres messages clignotaient sur son écran. À l'intérieur du restaurant, les habitués s'en donnaient à cœur joie. Marc entendit des bribes de conversation en passant. « Adieu la ville entière, 10 fois. Je me demande si elle se souviendra de nous, les petites gens. J'ai toujours su qu'il se passerait quelque chose d'important ici. » Marie l'attendait sous le porche de sa maison, le visage marqué par l'inquiétude.
Miho, tu es partout dans les journaux télévisés du matin. Camille regarde les reportages. Elle est tellement excitée. Camille regarde les infos. Marc accéléra le pas. Il trouva sa fille collée au petit téléviseur de Marie, encore en pyjama. À l'écran, un journaliste se tenait devant le siège social de Pierrot Industries à Lyon. Selon certaines sources, Alexandra Pierrot est arrivée il y a quelques instants pour la réunion d'urgence du conseil d'administration. La question que tout le monde se pose. Où était Ice? Et quelle déclaration va-elle faire à propos de papa? Camille se jeta sur lui. Tu as aidé une princesse comme dans mes livres. Pas une princesse, ma chérie. Juste quelqu'un qui avait besoin d'aide. Marc s'affaissa dans son fauteuil. La fatigue le frappait de plein fouet. Allez, tu vas être en retard à l'école. Mais papa, la voiture. Marie va te conduire aujourd'hui. Il parvint à sourire. Tu te souviens ce que maman disait à propos d'aider les autres? Camille acquiesça solennellement. Ça revient toujours comme un grand cercle de bonnes choses. C'est vrai. Marc embrassa son front. Maintenant, va t'habiller. Une fois Camille monté, Marie lui apporta son café, l'air inquiète. À quoi pensais-tu en donnant ta voiture à une inconnue, même une riche? Je ne savais pas qu'elle était riche. Marc fixait son café. C'était juste quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et maintenant, tu es partout dans les médias. Marie s'assit à côté de lui. Ton téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis l'aube. La chaîne 5 veut une interview. Le journal Ruisseau Cèdre aussi. Marc gémit. Je ne veux pas d'interview. Je veux juste récupérer ma voiture. La famille la plus riche du Midwest. Marc. Il pourrait acheter et vendre cette ville sans sourciller. Marie lui tapota la main. C'est peut-être la façon dont Dieu t'aide à payer les frais de scolarité de Camille. Je ne l'ai pas aidé pour l'argent. Non. Marie sourit. C'est exactement pour ça que tu le mérites. Camille redescendit en sautillant, dans son uniforme, ses nattes légèrement de travers. On peut passer devant le centre commercial, Marie? Je veux voir où papa a rencontré le prince. Je veux dire, Monsieur Pierrot. Un nouveau SMS s'afficha sur le téléphone de Marc. Pierre lui proposait de prendre aussi son service du matin. « Repose-toi un peu », lui écrivait son patron. « Quelque chose me dit que la journée va être intéressante. » Marc les accompagna jusqu'à la voiture de Marie, aidant Camille à porter son sac à dos. Le soleil matinal se reflétait sur un journal qui traînait dans une flaque d'eau. La photo d'Alexandra était déformée par l'eau. Sur la photo, elle portait un foulard, le même que celui qui avait mouillé le sol du centre commercial la nuit dernière. « Papa », dit Camille en baissant sa vitre, « quand elle ramènera la Toyota, je pourrai la voir? Je veux lui montrer mon dessin de notre voiture. Je l'ai faite en classe hier avant qu'elle ne devienne célèbre. » Marc sourit malgré sa fatigue. « On verra. Princesse, d'abord, passons cette journée. » Alors que la voiture de Marie s'éloignait, d'autres journalistes arrivaient dans la rue. Marc rentra chez lui, débrancha son téléphone et se dirigea vers son lit. Sa dernière pensée avant de s'endormir fut pour Alexandra Pierrot, se demandant si elle était arrivée à son rendez-vous, si la vieille Toyota l'avait bien servie. Dans ses rêves, il entendit la voix d'Émilie. Ça revient toujours, l'amour, comme un grand cercle de bonnes choses. Il ne pouvait pas savoir à ce moment-là à quel point elle aurait raison. Le bruit réveilla Marc de son sommeil agité, un bruit sourd et rythmé qui faisait vibrer les fenêtres. Il se leva en titubant, désorienté, tandis que Camille faisait irruption dans sa chambre. « Papa, il y a un hélicoptère dans le ciel. » Pas qu'un seul hélicoptère, 3 d'ailleurs. Les hélicoptères tournaient au-dessus de nos têtes comme des oiseaux excités. Et dans la rue, une foule se rassemblait. Par la fenêtre, Marc voyait ses voisins pointer du doigt vers le ciel, leur téléphone levé pour immortaliser ce qui allait arriver. Puis il l'entendit, différent des hélicoptères, un son plus grave. La foule se déplaça, les visages tournés vers l'est contre le ciel de l'après-midi. Un jet privé élégant descendit à une altitude incroyablement basse au-dessus de leur petite ville. Bon sang. Marc attrapa sa veste. « Camille, reste avec Marie. » Mais Camille était déjà en train de dévaler les escaliers, la porte moustiquaire claquant derrière elle. Marc la suivit et déboucha dans une rue qu'il reconnaissait à peine. Des camions de télévision étaient alignés des deux côtés. Les journalistes faisaient des reportages en direct. L'avion tournait maintenant en rond, et derrière lui, « C'est le dirigeable Goodyear ?» demanda quelqu'un, incrédule. Le chef de la police Roberts essayait de contrôler le chaos, dirigeant la circulation loin du parking du centre commercial. C'était le seul endroit de la ville assez grand pour ce qui allait se passer. Marc aperçut Pierre, du garage, Marie qui tenait la main de Camille, et ce qui semblait être la moitié de la population de la ville, tous les yeux rivés vers le ciel. L'avion fit un dernier passage, puis disparut. Pendant un instant, tout fut silencieux. Puis un convoi de SUV noirs dévala Main Street, escorté par la police. Ils tournèrent dans le parking du centre commercial et formèrent un cercle parfait. Des hommes en costumes sombres et écouteurs à l'oreille en sortirent et scrutèrent de la foule. Et là, brillant sous le soleil de l'après-midi, se trouvait la Toyota Corolla de Marc. Alexandra Pierrot en sortit,
ne ressemblant en rien à l'inconnu trempé de la veille. Son tailleur était impeccable, sa présence imposante. Elle tendit les clés à l'un des hommes en costume et scruta la foule jusqu'à ce qu'elle trouve Marc. « Monsieur Duval », appela-t-elle d'une voix qui porta dans le parking soudainement silencieux. « Je crois que je vous dois une voiture. » Marc sentit la petite main de Camille se glisser dans la sienne alors qu'Alexandra s'avançait vers eux. La foule s'écarta comme dans une scène de film. Derrière elle, le jet réapparut, plus bas cette fois. Il allait atterrir juste là, sur le parking du centre commercial. « Je l'ai conduit moi-même », dit Alexandra en les rejoignant, comme si elle poursuivait une conversation normale. « Jusqu'à Lyon. J'ai pu arriver à mon rendez-vous avec 2 minutes d'avance. » Elle sourit à Camille. « Tu dois être l'artiste. J'ai vu tes dessins sur le frigo. » Camille la regarda avec de grands yeux. « Notre voiture a bien roulé ? Mieux que bien. » Alexandra s'agenouilla pour être à la hauteur de Camille, ce qui sembla surprendre son équipe de sécurité. Cela me rappela quelque chose que j'avais oublié, quelque chose de très important. Le jet atterrit derrière eux avec une grâce qui semblait impossible compte tenu de sa taille. Sa porte s'ouvrit et un escalier s'abaissa. « Monsieur Duval, Marc. » Alexandra se leva. « Vous voulez bien me rejoindre avec Camille pour discuter ? J'aimerais vous présenter quelqu'un. » Marc hésita. « J'ai du boulot dans 1 heure. J'ai déjà prévenu Pierre. » Le chef Roberts intervint pour aider. « Prenez tout le temps qu'il vous faut, Marc. » La foule regardait, les téléphones enregistrant chaque instant. Marc vit les équipes de télévision se rapprocher, vit ses voisins, leurs visages impatients. Mais surtout, il vit Camille, qui regardait le jet avec la même expression qu'elle avait lorsqu'elle lisait ses contes de fées. « Juste une conversation », demanda-t-il à Alexandra. Elle acquiesça. Juste une conversation, même si elle pourrait changer le cours de leur vie. Un homme âgé en costume élégant sortit de l'avion, ses cheveux blancs et son port d'élite le désignant sans aucun doute comme Charles Pierrot, le père d'Alexandra et l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Il s'avança vers eux à l'aide d'une canne en bois sculptée. « Alors, dit-il chaleureusement en les rejoignant, « voici l'homme qui a aidé ma fille à se souvenir de qui elle est vraiment. » Camille tira Marc par la main. « Papa, c'est vrai ?» Marc regarda sa Toyota, le jet, Alexandra Pierrot debout dans sa ville natale comme si elle était chez elle. « Je ne sais pas, princesse. C'est vrai, » dit Alexandra doucement. « Et si tu es prêt à me faire confiance une fois de plus, ce n'est que le début. » Derrière eux, le dirigeable Goodyear dérivait dans le ciel, son écran électronique affichant un message. « Merci, Marc Duval. » Marie s'avança et glissa quelque chose dans la main de Marc. C'était le dessin de Camille représentant leur Toyota. « Pour te porter chance », murmura-t-elle en espagnol. Marc regarda le dessin, puis le visage plein d'espoir de sa fille. Parfois, pensa-t-il, les plus grandes portes s'ouvrent avec les plus petites clés. « D'accord, dit-il, discutons-en. » Alors qu'ils marchaient vers le jet, Camille sautillant entre eux, Marc entendit ses voisins applaudir. Au-dessus d'eux, les informations. Des hélicoptères tournaient comme des oiseaux métalliques. Ils diffusaient ce moment au monde entier. Mais Marc ne pensait qu'à la voix d'Émilie dans ses rêves. Elle revenait toujours. L'amour comme un grand cercle de bonnes choses. Les marches de l'avion n'étaient plus seulement des marches. Elles étaient les premiers pas vers un nouveau chapitre, qui avait commencé par un simple geste de gentillesse lors d'une nuit pluvieuse. L'intérieur du jet donnait l'impression d'entrer dans un autre monde. Des sièges en cuir crème, des panneaux en bois poli et ce que Camille a chuchoté. La plus grande télévision que j'ai jamais vue. Une hôtesse de l'air leur a proposé des boissons. Du jus de pomme pour Camille, de l'eau pour Marc et rien pour Alexandra, qui semblait trop concentrée pour penser à se rafraîchir. Charles Pierrot s'installa dans son siège avec l'aisance d'un homme qui avait passé plus de temps dans des jets privés que dans des voitures. « Camille, dit-il chaleureusement, j'ai entendu dire que tu étais une artiste. Aimeriez-vous voir le cockpit pendant que nous discutons avec votre père ?» Camille regarda Marc d'un air interrogateur. Il acquiesça et elle suivit l'hôtesse de l'air vers l'avant, son bavardage enthousiaste s'estompant à mesure que la porte de la cabine se refermait. « Tout d'abord, dit Alexandra en posant un trousseau de clés familiers sur la table entre eux. Ta voiture a été entièrement révisée, nettoyée et fait le plein, mais ce n'est qu'une partie de ce que je te dois. »« Tu ne me dois rien, » commença Marc, mais Charles leva la main. « Jeune homme, savez-vous ce qui s'est passé hier à Lyon ?» Marc secoua la tête. « Ma fille est entrée dans une réunion du conseil d'administration qui avait pour but de la renvoyer de notre entreprise. Le conseil a prétendu qu'elle était déconnectée de la réalité, coupée des gens. Ils avaient des documents, des témoignages, même des évaluations psychologiques. » Charles a souri. Puis elle leur a parlé d'un agent de sécurité de nuit qui avait prêté sa seule voiture à un inconnu. Alexandra s'est penchée en avant. « J'ai passé l'année dernière à chercher quelque chose, Marc. J'ai voyagé incognito, essayant de comprendre ce qui manquait à notre entreprise. Le conseil d'administration avait raison. J'avais perdu le contact, mais pas comme il le pensait. » Elle sortit une tablette et afficha des images de différentes propriétés de Pierrot Industries. «
Nous possédons des centaines d'entreprises, mais nous avons perdu de vue ce qui compte vraiment. L'élément humain, la confiance qui construit les communautés, dit-elle après une pause. Le genre de confiance qui pousse un homme à prêter sa voiture à un inconnu par une nuit pluvieuse. Ce que ma fille essaye de dire, intervint Charles, c'est que votre geste de gentillesse ne l'a pas seulement aidé à se rendre à une réunion, il l'a aidé à trouver ce qu'elle cherchait. Alexandra acquiesça. Nous lançons une nouvelle division de Pierrot Industries, axée sur le développement communautaire, le soutien aux petites entreprises et l'investissement éthique dans les villes en difficulté. Pas la charité, mais un partenariat, un véritable changement à partir de la base. Marc regarda entre eux. En quoi est-ce que ça me concerne? Tout. Les yeux d'Alexandra s'illuminèrent. Je veux que tu m'aides à la diriger. Le silence qui suivit fut total. Même les moteurs du jet semblaient en retenir leur souffle. Je travaille dans un garage, répondit Marc. Je suis agent de sécurité de nuit. Je ne sais rien de la gestion d'une entreprise. Tu sais tout ce qui compte, rétorqua Alexandra. L'intégrité, la communauté, des gens réels confrontés à des défis réels. Tout le reste peut s'apprendre, dit Charles en s'éclaircissant la gorge. Le salaire, bien sûr, serait consistant. Avantages sociaux complets, allocation de logement, fonds d'études pour Camille. Je ne veux pas de charité, dit Marc fermement. Bien, répondit Alexandra, parce que ce n'est pas de la charité. C'est un investissement en vous, dans votre avenir, dans tout ce que vous représentez et que notre entreprise a oublié. Elle sortit un contrat et le fit glisser sur la table. Emportez-le chez vous. Lisez-le. Faites-le examiner par un avocat. Mais sachez ceci. Cette nuit-là, lorsque vous m'avez remis vos clés, vous n'aidiez pas simplement un inconnu. Tu me montrais ce que devrait être le monde des affaires. Faire confiance à l'humanité. Faire ce qui est juste, tout simplement parce que c'est juste. De la cabine du pilote, Camille éclata de rire. Marc pensa à ses frais de scolarité, à ses chaussures usées qu'elle essayait de cacher, à toutes les fêtes d'anniversaire qu'elle faisait semblant de ne pas regretter. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il enfin. « Vraiment ?» Alexandra échangea un regard avec son père, puis prit son sac à main. Elle en sortit une photo usée d'elle enfant, debout fièrement à côté d'une vieille voiture avec un homme âgé. « Mon grand-père », dit-elle doucement. Il a lancé Pierrot Industries à partir d'un petit garage. Une voiture, un client à la fois, il a bâti son entreprise sur la confiance et le travail acharné. À un moment donné, nous avons oublié cela. Elle toucha doucement la photo. Hier soir, dans ta Toyota, je m'en suis souvenu. Charles prit la parole. Le conseil d'administration voulait qu'Alexandra prouve qu'elle comprenait les affaires. Au lieu de cela, elle a prouvé qu'elle comprenait les gens. Cela vaut plus qu'un MBA de Harvard. Crois-moi, elle en a un aussi. Prends une semaine, dit Alexandra. Réfléchis-y. Parle à Camille, à Marie, à tous ceux en qui tu as confiance. Ce n'est pas juste une offre d'emploi. C'est une chance d'aider d'autres familles comme la tienne et d'autres communautés comme celle-ci. À travers la fenêtre, Marc pouvait voir sa ville natale s'étendre en contrebas. Le centre commercial où il travaillait la nuit, le garage de pierre, l'école où Camille dessinait leur voiture, une communauté de gens qui s'entraidaient, qui se soutenaient mutuellement. Et si je dis non, alors tu dis non. Alexandra haussa les épaules. Les voitures sont toujours réparées et tu as une belle histoire à raconter, mais quelque chose me dit que tu ne diras pas non, parce que tu comprends ce que j'ai enfin appris. Parfois, c'est dans les plus petits gestes de confiance que réside le plus grand impact. La porte de la cabine du pilote s'ouvrit et Camille apparut, coiffée d'une casquette de capitaine et souriant jusqu'aux oreilles. « Papa, ils m'ont montré comment utiliser la radio. Et devine quoi? On peut voir toute notre ville d'ici. » Marc regarda le visage rayonnant de sa fille, puis revint au contrat. Alexandra avait raison. Il aurait besoin d'avocats pour comprendre les détails, mais il comprenait le principe. La confiance accordée librement était rendue au centuple. « Une semaine, dit-il finalement. « Je vais y réfléchir, sourit Alexandra. C'est tout ce que je demande. Après tout, tu m'as déjà appris la leçon la plus importante. Parfois, il faut lâcher prise pour voir la vraie valeur des choses. » Dehors, le soleil se couchait sur leur petite ville, peignant le ciel de couleurs qui semblaient différentes d'ici. Mais la vérité qui avait déclenché toute cette aventure restait la même, quelle que soit l'altitude. Parfois, les plus petites clés ouvrent vraiment les plus grandes portes. Cette nuit-là, après que Camille se soit enfin endormie, toujours coiffée de la casquette de pilote qu'Alexandra lui avait laissée, Marc s'assit à la table de sa cuisine avec un compagnon familier, l'ancien album photo d'Émilie. Le contrat d'Alexandra était posé à côté, toujours fermé, lourd de possibilités. « Qu'en tires-tu » murmura-t-il en touchant une photo d'Émilie tenant Camille le nouveau-né dans ses bras. L'image était froissée à force d'avoir été manipulée. Le sourire d'Émilie était immortalisé, figé dans cet instant de pure joie. Un léger coup à la porte arrière interrompit ses pensées. Marie entra avec son plateau de thé habituel, mais cette fois-ci, elle avait ajouté une part de son gâteau spécial Tletches. « Pour fêter ça,
dit-elle en le posant sur la table. Il n'y a encore rien à fêter, répondit Marc. Je n'ai encore rien décidé. Marie s'installa dans l'ancien fauteuil d'Émilie, celui près de la fenêtre. Dis-moi ce que tu as sur le cœur, Miho. Marc ouvrit l'album photo du jour de leur mariage. Émilie dans sa robe d'occasion, lui dans le costume de son père, tous deux riant parce que la bague s'était coincée à mi-chemin sur son doigt. On n'avait rien, dit-il doucement. Mais on était heureux, une vie simple, des rêves simples. Et maintenant, il toucha le contrat. Maintenant, je peux donner à Camille tout ce qu'Émilie voulait pour elle. Les frais de scolarité ne seront pas un problème. Elle pourra avoir de nouvelles chaussures, des fêtes d'anniversaire, une épargne pour l'université. Il s'interrompit. Mais j'ai l'impression de laisser partir une partie d'Émilie, de ce que nous sommes, de cette vie que nous avons construite. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est réel. Il fit un geste vers la petite cuisine avec ses chaises dépareillées et ses dessins au crayon sur le frigo. Là-haut, dans cet avion, tout était parfait. Trop parfait, peut-être. Marie versa le thé, ajoutant du miel comme Émilie le faisait. Ta femme ne t'a pas épousé parce que tu étais riche ou pauvre. Elle t'a épousé parce que tu as bon cœur. Ça ne changera pas avec un salaire plus élevé. Marc ouvrit une autre page de l'album. Le 5e anniversaire de Camille, le dernier avant qu'Émilie ne tombe malade. Ils avaient réussi à inviter toute sa classe, avaient passé des semaines à économiser pour les décorations et le gâteau. Émilie était fatiguée ce jour-là, mais son sourire était toujours radieux. À chaque photo, Alexandra disait quelque chose sur son grand-père, se souvint-il. Comment il avait bâti leur entreprise à partir d'un petit garage, tout comme Pierre. Mais regarde-les maintenant, jets privés et rachats d'entreprises. Et si ça nous changeait? Si ça changeait Camille? Mi-amour, dit Marie doucement. Le changement n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est une évolution. Elle a montré une photo d'Émilie quand elle était prof. Tu te souviens ce qu'elle disait à ses élèves? Marc a hoché la tête. Ce ne sont pas tes circonstances qui te définissent, ce sont tes choix. Une planche a craqué et ils ont levé les yeux pour voir Camille dans l'embrasure de la porte, encore en pyjama. La casquette de pilote était de travers sur sa tête. Je n'arrive pas à dormir, dit-elle en grimpant sur les genoux de Marc, comme elle le faisait quand elle était plus petite. On va vraiment travailler avec Madame Alexandra? Marc lissa ses cheveux. Je ne sais pas encore, princesse. C'est une grosse décision. Notre vie serait très différente. Camille prit la photo du dernier anniversaire d'Émilie, celle où elle avait insisté pour faire le gâteau elle-même, même si elle était trop faible pour rester debout longtemps. Maman aurait voulu qu'on y aille? La question frappa Marc comme un coup physique. Marie tendit le bras par-dessus la table pour lui serrer la main. Ta mère? Demanda-t-il prudemment. Elle voulait que tu aies toutes les chances de réussir, mais elle voulait aussi que tu restes fidèle à toi-même, comme quand elle m'a laissé porter mon costume de super-héros pour la photo de classe, ricana Marc. Exactement comme ça. Camille examina le contrat avec la curiosité solennelle d'un enfant. Mademoiselle Alexandre était gentille. Pas gentille comme une personne riche qui fait peur, mais vraiment gentille. Comme Marie. Un grand compliment, en effet. Marie sourit. Et papa? Camille tourna vers lui ses yeux, les yeux d'Émilie. Tu dis toujours qu'il est important d'aider les gens. Peut-être que mademoiselle Alexandra a aussi besoin de notre aide. Elle avait l'air un peu seule dans son gros jet qui sortait de la bouche des bébés. Marc se souvint du visage d'Alexandra lorsqu'elle avait parlé du garage de son grand-père, la façon dont elle s'était illuminée en décrivant ses projets pour aider des communautés comme la leur. « Quand es-tu devenue si sage, princesse ?» Maman disait toujours « Je tiens ça de toi ». Marie se leva pour rassembler le service à thé. « Le soleil se lèvera demain que tu dises oui ou non », mais Émilie n'avait pas épousé un homme qui avait peur des nouveaux chapitres. Elle avait épousé un homme qui prêtait sa seule voiture à un inconnu par une nuit pluvieuse. Après que Camille fut retournée se coucher, Marc resta éveillé à regarder des photos. Émilie obtenant son diplôme universitaire. Émilie commençant son travail d'enseignante. Émilie tenant Camille dans ses bras pour la première fois. Chaque image était un acte de foi. Un nouveau chapitre commençait. La dernière photo de l'album avait été prise 1 mois avant sa mort. Ils étaient assis sur le porche, Camille entre eux, tous les trois riant d'une blague oubliée. Au dos, Émilie avait écrit « Souviens-toi, mon amour, les meilleures histoires sont celles qui te surprennent. » Marc a pris le contrat. Il était peut-être temps d'être à nouveau surpris. Le rayon homme du magasin Wilson's Clothing semblait étranger à Marc. Il se tenait devant un mur de costumes, les étiquettes de prix lui donnant le vertige, tandis que M. Wilson lui-même se tenait à proximité avec un maître ruban. « Mademoiselle Pierrot a été très précise », dit le vieil homme en brandissant une veste grise anthracite. Il ne fallait que le meilleur pour sa nouvelle directrice du développement communautaire. Ce titre semblait encore étrange à Marc. Il avait signé le contrat la veille après l'avoir fait relire par le beau-frère de Pierre, un avocat local. Le montant du salaire avait suffi à faire siffler l'avocat. Juste quelque chose de simple, avait insisté Marc. Professionnel, mais sans prétention.
avait répondu M. Wilson d'un air entendu. Quelque chose qui montre que vous avez mérité votre place à cette table. Professionnel, mais pas prétentieux, avait acquiescé M. Wilson d'un air entendu. Quelque chose qui montre que vous avez mérité votre place. Dans la cabine d'essayage voisine, Camille s'amusait comme une folle avec Madame Wilson, essayant de nouvelles tenues pour l'école. Ses cris de joie résonnaient dans tout le magasin. « Papa, celle-là a des poches !» Marc sourit, puis aperçut son reflet dans le miroir. Un homme à la croisée des chemins, essayant de concilier deux mondes. La veste de costume tombait parfaitement sur ses épaules et M. Wilson ajusta la coupe. « Tu sais, » dit le vieil homme, « je me souviens avoir ajusté ton costume de mariage. Émilie et toi étiez si jeunes, si pleins de rêves. Tu t'en souviens ? Bien sûr. » Émilie avait insisté pour payer elle-même les retouches. Elle avait dit que son mari devait avoir l'air d'un millionnaire, même s'il n'avait que 20 $ à eux deux. Marc eut la gorge serrée. La clochette au-dessus de la porte du magasin tinta, et Alexandra Pierrot entra, vêtue de manière décontractée, en jean et chemisier simple, ressemblant davantage à l'inconnu trempé par la pluie de cette nuit-là qu'à une cadre d'entreprise. « Comment ça va ?» demanda-t-elle, avant de sourire à Camille qui lui faisait signe depuis l'autre cabine d'essayage. « C'est différent, » admit Marc. Alexandra acquiesça. Différent dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Les deux. Elle prit une cravate bleue et la tint contre la veste. « Tu sais, mon grand-père a porté le même costume à toutes les réunions du conseil d'administration pendant 15 ans. Il disait que ça l'aidait à garder les pieds sur terre, que ça lui rappelait d'où il venait. » Elle lui tendit la cravate. « Ce ne sont pas les vêtements qui font l'homme, Marc. Ils l'aident simplement à évoluer dans différents mondes. » Camille est sortie de la cabine vêtue d'un nouvel uniforme scolaire, virevoltant. « Regarde, papa, pas de patch. » La joie pure sur le visage de sa fille lui fit comprendre l'essentiel. Il ne s'agissait pas de costume ou de titre. Il s'agissait d'opportunités, pas seulement pour eux, mais pour d'autres familles qui avaient besoin d'une chance. « La réunion du conseil d'administration est la semaine prochaine, » dit Alexandra. « Mais d'abord, je veux vous montrer quelque chose, à vous deux. » Elle se tourna vers Camille. « Ça te dirait de refaire un tour en jet ?» Camille sautait de joie, mais regarda d'abord Marc. Il acquiesça. « Laisse-moi juste me changer et enfiler mon costume, » suggéra Alexandra. « Considérez ça comme une répétition générale. » 1 heure plus tard, ils étaient dans les airs. Marc se sentait plus à l'aise dans le jet cette fois-ci, même si le costume était une autre histoire. Camille était assise à côté de lui, fière de porter son nouveau cardigan de l'école, tandis qu'Alexandra travaillait sur son ordinateur portable. « Où est-ce qu'on va ?» demanda finalement Marc. « À Millbrook », répondit Alexandra, à environ 1 heure au nord. 5000 habitants. La rue principale est à moitié condamnée. 3 usines ont fermé au cours de la dernière décennie. Ça me dit quelque chose. Exactement. Elle tourna son ordinateur portable vers lui pour lui montrer des images d'une petite ville qui ressemblait beaucoup à la leur. C'est notre premier projet, si vous êtes prêts. Le jet atterrit sur un petit aérodrome. Une foule s'était rassemblée, pas aussi nombreuse que celle de leur ville, mais tout de même importante. Marc reconnut l'expression dans leurs yeux. L'espoir se mêlait à la lassitude. Les rêves étaient tempérés par trop de promesses non tenues. Alexandra les conduisit vers un podium qui avait été installé. Le maire, un homme buriné par les années, âgé d'une 60aine d'années, serra la main de Marc. « Mes amis, Alexandra, adresse-toi à la foule. Je voudrais te présenter Marc Duval, notre nouveau directeur du développement communautaire. Il va nous aider à redonner vie à Millbrook, non pas avec des dons, mais grâce à des partenariats, car il comprend quelque chose que j'ai appris récemment. Le vrai changement commence par la confiance. » Marc regarda les visages devant lui. Des ouvriers d'usine, des commerçants, des familles qui n'étaient pas si différentes de la sienne. Il pensa à sa Toyota, aux nuits passées sous la pluie et aux simples gestes de gentillesse. S'approchant du micro, il prit une profonde inspiration. « Je ne vais pas vous faire de grandes promesses, » commença-t-il, « mais je vous fais une garantie. Nous allons construire quelque chose de concret ici. » Ensemble, Camille glissa sa main dans la sienne, et à ce moment-là, le costume ne lui semblait plus aussi étranger. Peut-être que M. Wilson avait raison. Il avait mérité sa place à la table, non pas grâce à sa richesse ou à son éducation, mais grâce à quelque chose de bien plus précieux. La compréhension de ce que signifie avoir besoin d'une chance et de ce que signifie en donner une. Le maire lui remit une clé de la ville, et Marc repensa à une autre clé qui lui avait été remise par une nuit pluvieuse qui semblait remonter à une éternité. Parfois, les plus petites clés ouvrent vraiment les plus grandes portes. Il fallait juste être assez courageux pour les tourner. Le manuel de commerce était ouvert sur le nouveau bureau de Marc, ses marges remplies de ses notes soigneuses, 3 semaines après avoir pris ses nouvelles fonctions, et sa tête tournait encore avec des termes tels que « développement durable » et « entrepreneuriat communautaire ». Mais derrière le jargon d'entreprise, il commençait à voir des schémas qui avaient du sens. Monsieur Duval, son assistante,
il n'arrivait toujours pas à croire qu'il avait une assistante. Passe à la tête. Les propriétaires de l'usine Millbrook sont là pour leur réunion. Merci Jeanne. Et s'il te plaît, appelle-moi Marc. Elle sourit, habituée à cet échange désormais. Bien sûr, monsieur Duval. Les fenêtres de la salle de conférence donnaient sur Main Street, où l'enseigne Pierrot Industries partageait désormais l'espace avec des entreprises locales. Alexandra avait insisté pour que leur bureau soit en ville, et non dans une tour rutilante. 4 hommes et 2 femmes étaient assis autour de la table, le visage empreint d'un mélange d'espoir et de scepticisme. Marc reconnaissait cette expression. Il l'avait lui-même affichée il n'y a pas si longtemps. Avant de commencer, dit-il en mettant de côté la présentation qu'il avait préparée. « Parlez-moi de votre premier boulot. » Ils clignèrent des yeux, pris au dépourvu. Puis Tom Miller, qui était propriétaire de l'usine textile depuis 30 ans, se pencha en avant. « Je livrais des journaux, dit-il. J'ai économisé chaque centime pour acheter ma première voiture. » Les autres se joignirent à lui. Serveuse, tondeur de pelouse, babysitter. Des boulots simples qui forgent le caractère et enseignent la valeur des choses. « Ma fille Camille, leur a dit Marc, vient de commencer son premier boulot. Elle aide Marie, notre voisine, à classer ses livres de recettes. Elle gagne 2 $ de leur heure et se croit riche. » Il a souri à leur rire. « Le fait est que nous avons tous commencé quelque part et c'est ce que nous allons rendre à cette ville, pas juste des emplois. Des premiers emplois, des points de départ. » Il a sorti ses propres notes, écrites à la main sur du papier ligné plutôt que sur la tablette élégante qu'Alexandra lui avait donnée. « Vos usines ont une histoire. Elles ont permis à des jeunes de faire des études, ont financé des mariages, ont aidé des familles à traverser des moments difficiles. On n'est pas là pour effacer cette histoire, on est là pour la construire. » L'heure suivante a filé à toute allure tandis qu'ils discutaient de plans de modernisation, de programmes de formation, de pratiques durables. Ce n'étaient plus seulement des mots à la mode. C'étaient les clés pour maintenir les familles unies et les communautés vivantes. Plus tard dans l'après-midi, Alexandra le trouva dans son bureau, entouré de rapports budgétaires et de propositions commerciales locales. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle en s'installant dans le fauteuil en face de lui. « Ils sont d'accord, tous les 6. » Marc se frotta les yeux fatigués, même si j'ai probablement enfreint toutes les règles de ce livre sur les négociations d'entreprise. Alexandra ramassa le manuel de commerce. Les règles sont des lignes directrices, pas des chaînes. Tu les as convaincus parce que tu as parlé leur langage, la communauté, la famille, les enjeux réels. J'attends toujours de me réveiller, admit Marc. Tout ça. Il fit un geste vers le bureau, son nouveau costume, la vue sur leur ville en pleine mutation. J'ai encore parfois l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, dit l'homme qui vient de conclure un partenariat à 6 que mes meilleurs négociateurs n'avaient pas réussi à décrocher. Elle sourit. Tu sais ce que disait mon grand-père. Les meilleurs chefs d'entreprise sont ceux qui n'oublient jamais ce que c'est que d'être de l'autre côté du bureau. Le téléphone de Marc vibra. Un texto de Camille avec une photo d'elle et de Marie en train de trier des fiches de recettes, toutes deux souriant fièrement. En dessous, il y avait un message de Pierre, du garage. Les propriétaires de l'usine sont passés. Quoi que tu aies dit, ça a marché. 3 gars ont déjà posé des questions sur les programmes d'apprentissage. Ça se passe bien, n'est-ce pas? Marc leva les yeux vers Alexandra. Un vrai changement. Grâce à toi. Elle se leva pour partir, puis s'arrêta. Oh, le conseil d'administration veut se réunir la semaine prochaine. Révision trimestrielle. Marc sentit son estomac se nouer. Il redoutait ce moment où il allait devoir affronter les mêmes personnes qui avaient essayé de pousser Alexandra vers la sortie, qu'il avait un traité de déconnecter. « Sois toi-même », lui dit-elle en lisant son expression. « C'est ce qui nous a amenés ici. » Après son départ, Marc se tourna vers le mur où il avait accroché le dessin de Camille représentant leur Toyota. En dessous, il y avait maintenant une photo tirée de l'annonce de Millbrook. Lui, dans son nouveau costume, mais avec sa vieille détermination. Son téléphone vibra à nouveau. Un message de Marie. Camille prépare son empire de livres de recettes. Elle dit qu'elle va être comme son papa et aider les gens à réaliser leurs rêves. Marc regarda le manuel de commerce, puis la photo de famille sur son bureau. Émilie aurait adoré ça, pensa-t-il. Pas le bureau ni le titre, mais la chance de faire une différence. Il prit la proposition suivante. Une petite boulangerie qui cherchait à s'agrandir et à embaucher des jeunes de la région pour perpétuer la tradition tout en s'ouvrant au changement, tout comme lui. Le soleil se couchait sur Main Street, baignant les vieux bâtiments d'une nouvelle lumière. Au loin, il pouvait voir les fenêtres de l'usine briller. Demain, il commencerait à planifier les programmes d'apprentissage. Plus de premiers emplois, plus de points de départ, plus de clés pour ouvrir plus de portes. Marc ouvrit son carnet et commença à écrire, les mots coulant plus facilement maintenant. Le langage des affaires lui était de plus en plus familier, mais c'étaient ses anciennes leçons qui guidaient sa main. La confiance accordée sans réserve, la gentillesse rendue au centuple et le courage de croire en un nouveau départ. Héros local ou marionnette d'entreprise.
La vérité derrière la dernière opération de relations publiques de Pierrot Industries. Le titre criait depuis le tabloïd que quelqu'un avait laissé sur le bureau de Marc. En dessous, il y avait une photo de lui et Alexandra qui tentent une réunion communautaire. L'angle et le timing donnaient à leur interaction professionnelle un air intime. « Ignore ça », avait dit Alexandra lorsque l'histoire avait éclaté. Mais ce n'était plus aussi simple. Pas avec les journalistes campés devant l'école de Camille. Pas avec les murmures qui les suivaient à l'église. Et certainement pas avec la visite inattendue des parents d'Émilie. « On est inquiet », dit Hélène Green, assise raide dans le salon de Marc. Son mari Robert acquiesça à côté d'elle. Toute cette attention, cette richesse soudaine, ce n'est pas ce qu'Émilie aurait voulu pour Camille. Marc garda une voix calme. Émilie voulait que Camille ait des opportunités. Des opportunités? Oui, a acquiescé Robert. Mais ce cirque, ces photos partout sur Internet. Michael, l'histoire de Cendrillon, de gardienne de sécurité à cadre supérieur. Ils font un spectacle de notre petite fille comme si, sur commande, un flash a éclairé la fenêtre. Les journalistes les avaient retrouvés. « J'aurais dû m'y attendre », a murmuré Marc en tirant les rideaux. « J'ai été naïf », a répondu Hélène en s'adoucissant légèrement. « On sait que tu essaies de faire ce qu'il faut. » Mais Émilie a toujours été très protectrice de la vie privée de Camille. Et maintenant, avec ces rumeurs sur toi et cette femme, Pierrot, il n'y a rien entre Alexandra et moi, dit Marc fermement. C'est ma patronne, ma mentor, c'est tout. Dis ça au tabloïd, dit Robert en montrant le journal. Dis ça aux camarades de classe de Camille qui lui ont brandi ses articles sous le nez. Le téléphone de Marc vibra. Un autre message du secrétaire du conseil d'administration concernant la réunion de la semaine prochaine. Il voulait qu'il présente un plan quinquennal officiel. Son estomac se noua à cette pensée. Peut-être. Hélène hésita. Peut-être que ce serait mieux si Camille restait avec nous pendant un certain temps, juste le temps que les choses se calment. Notre quartier est calme. Pas de journalistes, pas de commérage. Cette suggestion frappa Marc comme un coup physique. « Tu veux prendre ma fille ?»« Pas la prendre », précisa rapidement Robert. « Juste la protéger, lui donner une vie normale. » Avant que Marc puisse répondre, la porte arrière s'ouvrit. Marie et Camille entrèrent avec des sacs de course. Le visage de Camille s'illumina en voyant ses grands-parents, puis s'assombrit lorsqu'elle perçut la tension dans la pièce. « Abuela », dit-elle doucement, « tu as vu les articles méchants aussi ?» Hélène tendit les bras vers sa petite fille, mais Camille recula, se rapprochant de Marie. « Ils disent que papa a changé », continua Camille, « qu'il a oublié d'où il vient, mais ils ont tort. Il aide toujours Monsieur Pierre au garage parfois. Il sait toujours réparer notre grille-pain. » Et elle sortit quelque chose de son sac à dos. Une coupure de journal. Regarde ce qu'il a fait. C'était un article sur les usines Millbrook. Pas les ragots sur sa relation avec Alexandra, mais la vraie histoire. Le retour des emplois, les familles qui restaient ensemble, une communauté qui retrouvait l'espoir. Jeanne m'a aidé à faire des copies pour toute ma classe, dit Camille fièrement. Maintenant, ils savent ce que fait vraiment mon papa. Marie s'avança. Peut-être, dit-elle diplomatiquement, qu'on devrait tous se rappeler que Camille a la force de son père et la sagesse d'Émilie. Hélène s'essuya les yeux. Tu parles comme elle, ma chérie. Elle a toujours su voir au fond des choses. La sonnette retentit, le motif distinctif à 3 coups d'Alexandra. Marc avait presque oublié leur révision prévue des contrats Millbrook. « Entrez », dit-il en se préparant à la réaction de sa belle famille. Alexandra entra, puis jaugea instantanément l'atmosphère. « Je peux revenir ?»« Non », dit Camille fermement, surprenant tout le monde. « Reste. Montre à grand-mère et grand-père les photos de l'usine. Montre-leur ce qu'on est en train de construire. » Marc regarda sa fille, debout, droite dans son uniforme scolaire. Émilie était déterminée, le menton relevé. Quand était-elle devenue si forte? Alexandra hésita, puis sortit sa tablette. « En fait, j'ai apporté quelque chose de mieux. Les apprentis ont fait une vidéo. Ils voulaient remercier l'homme qui leur avait donné une seconde chance. La vidéo se lança, montrant des visages jeunes et pleins d'espoir. Marc vit les expressions d'Hélène et Robert changer lentement. Ce n'étaient pas des statistiques d'entreprise ou des opérations de relations publiques. C'étaient de vraies personnes. De vraies vies avaient changé. « Émilie a toujours dit, murmura Hélène, que tu avais le don de voir le meilleur chez les gens. C'est pour ça que les histoires n'ont pas d'importance, ajouta Camille. Papa reste papa. Il a juste des clés plus grandes pour ouvrir des portes plus grandes à plus de personnes. » Dehors, un autre flash crépita. Mais dans cette pièce, quelque chose était en train de guérir. Robert prit l'article de Millbrook et le relut plus attentivement. Hélène regardait la vidéo de l'apprenti, la main sur le cœur, et Marc. Marc regarda sa fille, qui avait réussi à trouver sa place dans ce nouveau monde sans se perdre. Peut-être pourrait-elle lui apprendre comment faire. Son téléphone vibra à nouveau. Le secrétaire du conseil d'administration était plus pressé maintenant. Le plan quinquennal, les présentations, la politique de l'entreprise,
Tout ça le préoccupait. Mais là, à cet instant précis, en regardant sa fille faire le pont entre deux mondes avec la grâce de sa mère, Marc savait qu'ils trouveraient leur chemin. Parfois, les plus grandes portes ne s'ouvrent pas avec des clés, mais avec la vérité et l'amour, et la foi inébranlable d'un enfant en ce qui est réel. La salle de réunion de Pierrot Industries semblait bien loin du garage de Pierre. Marc se tenait devant les fenêtres allant du sol au plafond au 40e étage, son reflet fantomatique se découpant sur la silhouette de Lyon. Le plan quinquennal était posé dans un porte-documents en cuir sur la table polie, chaque page parfaite, professionnelle et complètement fausse. « Ils vont te manger tout cru », l'avait prévenu plus tôt Jacques Moreau, l'un des cadres d'Alexandra. Le conseil d'administration ne veut pas d'histoires réconfortantes sur les petites villes. Il veut des projections de bénéfices, des indicateurs d'expansion, des données concrètes. « Ils vont te manger tout cru », avait prévenu Jacques Moreau. « Ils vont te manger tout cru », lui avait dit Jacques Moreau, un des cadres d'Alexandra, plus tôt dans la journée. Le conseil d'administration ne veut pas d'histoires touchantes sur les petites villes. Il veut des prévisions de bénéfices, des chiffres d'expansion, des données concrètes. La page du journal de Camille de ce matin-là pesait lourd dans sa poche. Il n'avait pas l'intention de la lire, mais elle était tombée ouverte pendant qu'il l'aidait à préparer son sac pour l'école. Parfois, ça me manque quand papa me bordait chaque soir. Mais je suis fier de lui qui aide les papas des autres à trouver du boulot. J'aimerais juste que les caméras s'en aillent et que les gens arrêtent d'inventer des histoires sur lui et mademoiselle Alexandra. Maman saurait quoi faire. Elle a toujours su. Les membres du conseil d'administration sont entrés. Des visages qu'ils reconnaissaient grâce aux articles de presse et aux rapports de l'entreprise. Alexandra est entrée en dernier, lui adressant un signe de tête encourageant. Mais quelque chose clochait dans son expression. Des rides d'inquiétude autour de ses yeux qui n'étaient pas là hier. « Monsieur Duval », commença Charles Pierrot, « nous avons suivi avec grand intérêt votre initiative communautaire. Pourriez-vous commencer par nous présenter vos projections sur 5 ans ?» Marc ouvrit le dossier, puis le referma. « En fait, monsieur, j'aimerais vous parler de Thomas Morel d'abord. » Un murmure parcourut l'assemblée. Alexandra se redressa. « Thomas a 16 ans, poursuivit Marc. Son père a perdu sa ferme lorsque l'usine Millbrook a fermé. Ils allaient déménager en ville et séparer la famille pour trouver du travail. Mais la semaine dernière, Thomas a commencé notre programme d'apprentissage. Il apprend l'ingénierie industrielle et acquiert des crédits pour aller à l'université. » Monsieur Duval l'interrompit un membre du conseil d'administration. « On est ici pour parler de stratégies commerciales évolutives, pas de cas individuels. Thomas est notre stratégie. » La voix de Marc se fit plus forte, car l'année prochaine, il serait qualifié pour former d'autres apprentis qui formeraient à leur tour d'autres apprentis qui reconstruiraient leur communauté à partir de zéro. C'est ça, la croissance durable. C'est ça, le changement générationnel. Il sortit ses propres notes, pas les projections lisses, mais les vrais chiffres. Chaque dollar qu'on investit dans ces communautés rapporte 3 fois plus, pas en bénéfices trimestriels, mais en main-d'œuvre stable, en clients fidèles et en quelque chose qu'on ne peut pas mettre dans un tableau Excel. La confiance, dit le président du conseil d'administration en se penchant en avant. Et la presse négative, les spéculations sur ta relation avec Madame Pierrot, les accusations de manipulation d'entreprise, comment proposes-tu de quantifier les dommages causés à notre réputation ? Avant que Marc n'ait le temps de répondre, son téléphone vibra. Un SMS de Marie. « Camille a besoin de toi tout de suite. » Son cœur s'arrêta pendant 8 ans. Marie ne lui avait jamais envoyé un message comme celui-là. Alexandra avait dû voir son visage changer. « Qu'est-ce qui ne va pas, Camille ?» Il lui montra le SMS. Elle se leva immédiatement. « On se réunira demain. » « Madame Pierrot, prévint le président. « Cette réunion peut attendre, conclut-elle fermement. La famille passe avant tout. C'est le but de toute cette initiative, non ?» Le vol de retour fut un brouillard. Alexandra insista pour le piloter elle-même dans le petit jet d'entreprise qui battait des records de vitesse. Ils trouvèrent Marie qui attendait dans le petit aéroport, les larmes aux yeux. « Des garçons à l'école, expliqua-t-elle. Ils lui ont montré ses articles de tabloïd et ont dit des choses horribles sur son père et sur Madame Pierrot. Elle s'est enfuie pendant la pause déjeuner. Nous l'avons cherchée partout. » Le monde de Marc s'écroula. La Toyota était toujours garée à l'école. « Le garage, dit-il soudainement, le garage de Pierre. Ils l'ont trouvé là-bas, recroquevillé sur le siège arrière d'une vieille cheville que Pierre était en train de restaurer. La même voiture dans laquelle elle faisait la sieste quand elle était petite pendant que Marc travaillait tard. Je voulais que les choses redeviennent simples, murmura-t-elle lorsque Marc la serra dans ses bras. Quand tu n'étais que mon papa, qui réparait les voitures et me lisait des histoires. » Alexandra restait en retrait près de la porte du garage, le visage trahissant sa culpabilité et son inquiétude. Pierre sortit de son bureau, observa la scène et commença tranquillement à fermer le garage pour leur laisser un peu d'intimité. « Je suis tellement désolé, princesse,
murmura Marc dans les cheveux de Camille. « Je pensais construire quelque chose de mieux pour nous. C'est le cas, sanglota Camille. Ces garçons ne comprennent pas. Leurs pères ne construisent pas, ne réparent pas et n'aident pas les gens. Mais c'est difficile, papa. Les caméras et les mensonges. Et maman me manque. Elle saurait comment arranger les choses. » Alexandra s'avança avec hésitation. « Camille, ça t'aiderait si ton père se retirait des événements publics pendant un certain temps. On pourrait réorganiser les choses, le garder dans les coulisses. » « Non. » Camille se redressa avec fougue. « C'est ce qu'ils veulent. Que papa se cache, qu'il arrête d'aider les gens. Maman disait toujours, dit-elle en essuyant ses yeux. Maman disait toujours qu'il ne faut pas laisser les gens méchants t'empêcher de faire le bien. » Marc serra sa fille dans ses bras, sentant sa force et sa fragilité. Devant le garage de Pierre, une autre journée s'achevait dans leur petite ville. Bientôt, l'équipe de l'usine changerait, renvoyant Thomas Morel et les autres apprentis chez eux, auprès de leur famille. Demain, d'autres propositions communautaires devraient être examinées. D'autres portes devraient être ouvertes. Mais pour l'instant, tout était en suspens. Le poids de deux mondes, les tours d'entreprise et les garages de petites villes pesaient sur le père et la fille qui tentaient de trouver leur chemin à travers la tempête. Alexandra toucha doucement le capot de la vieille Chevrolet. « Ta mère avait raison, Camille. Et peut-être qu'elle sait comment arranger les choses. Grâce à toi, la lettre de démission restait dans les brouillons de la boîte mail de Marc. 3 phrases qui pouvaient tout changer. Les renvoyer à leur vie simple, loin des caméras et des chuchotements, dans le monde qu'ils connaissaient. Son curseur était sur le bouton « Envoyer ». Alors que l'aube se levait sur Main Street, il n'avait pas fermé l'œil. Camille était chez ses grands-parents, de son plein gré, car elle avait besoin d'espace pour réfléchir. Le vide de la maison résonnait de son absence. Un coup à la porte le fit sursauter. Alexandra se tenait là, l'air aussi fatigué que lui, tenant une épaisse enveloppe en papier craft. « La réponse du conseil d'administration à propos d'hier », dit-elle en s'installant dans l'ancien fauteuil d'Émilie. « Ils nous ont donné un ultimatum. » Marc ne tendit pas la main pour prendre l'enveloppe. « Laisse-moi deviner. Soit je commence à jouer selon leurs règles, soit ils mettent fin à toute l'initiative communautaire. » La voix d'Alexandra se brisa. « Tout ce qu'on a construit, Millbrook, le programme d'apprentissage, tout. » Le poids de ces mots pesait lourdement dans le silence de l'aube. De quelque part à l'extérieur, on entendait le bruit des premiers employés qui se rendaient à l'usine. Des vies qu'ils avaient aidés à reconstruire, des familles qu'ils avaient aidés à rester unies. « J'ai passé toute la nuit à chercher une autre solution, » continua Alexandra. « Mon père est de notre côté, mais le conseil d'administration parle de voter une motion de censure, pas seulement contre toi, mais contre moi aussi. » Marc ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit la dernière photo de Camille à l'école. Elle souriait, mais ce n'était pas le sourire insouciant d'avant. « C'est moi qui lui ai fait ça, qui nous ai fait ça. »« Non, » dit Alexandra fermement, « c'est moi qui ai fait ça. Je t'ai entraîné dans ma guerre d'entreprise sans réfléchir au coût réel. » Elle faisait les 100 pas dans la petite cuisine. « Tu sais ce qui est ironique ? Le conseil d'administration avait raison de dire que j'étais déconnecté, mais pas de la manière dont ils le pensaient. J'étais tellement concentré à leur prouver qu'ils avaient tort, à leur montrer la valeur de l'investissement communautaire, que j'avais oublié les communautés réelles, les personnes réelles. » Le téléphone de Marc vibra. Un SMS de Thomas Morel. « Salut monsieur A, je viens d'entendre des rumeurs sur la fermeture du programme. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Certains d'entre nous commençaient enfin à croire en l'avenir ici. » La lettre de démission brillait sur son écran, lui offrant une échappatoire. Un clic, et il pourrait revenir en arrière. Revenir à 3 emplois et à un budget serré, mais aussi revenir à la paix. Des rêves simples, la sécurité. Puis un autre SMS est arrivé. Celui-ci venait de Camille. « Papa, grand-mère m'a montré les vieux journaux de maman. Elle a écrit ses rêves pour moi, elle voulait que je sois courageux. Même quand les choses sont difficiles, je veux rentrer à la maison. » Alexandra le regardait lire les messages. « Quelle que soit ta décision, je comprendrai. Et je veillerai à ce que les familles que nous avons aidées soient protégées. » Marc se dirigea vers la fenêtre. Le soleil se levait maintenant, peignant leur petite ville de nuances de possibilités. Devant le garage de Pierre, une file de voitures attendait d'être réparée, comme cette nuit pluvieuse où un inconnu avait eu besoin d'aide. « Tu sais ce que Émilie disait à propos des choix difficiles ?» Il se tourna vers Alexandra. Elle disait « Il ne s'agit pas vraiment de choisir entre le bien et le mal. Il s'agit de choisir le bien pour lequel tu veux te battre. » Il effaça le brouillon de sa démission. Le conseil d'administration veut des indicateurs de performance. Donnons-leur en, mais à notre façon. Alexandra se redressa. « À quoi penses-tu » Marc attrapa ses clés. « La Toyota est toujours là. Un rappel de là où tout a commencé. Je dois d'abord aller chercher ma fille. Ensuite, nous irons à Millbrook. La réunion du conseil d'administration est dans 3 heures. Exactement. Assez de temps pour leur montrer ce qu'est un véritable investissement. » Il s'arrêta à la porte. « Tu viens »
1 heure plus tard, ils se trouvaient dans l'usine de Millbrook, entourés d'ouvriers, d'apprentis et de membres de leur famille. Camille était perché sur un établi, filmant avec le téléphone d'Alexandra, tandis que Thomas Morel expliquait leur programme de formation à la foule rassemblée. « Envoie !» Marc fit un signe de tête à sa fille. « Envoie ça à tout le conseil d'administration. » Camille appuya sur le bouton, diffusant la véritable histoire, non pas à travers des présentations d'entreprise ou des communiqués de presse, mais à travers les voix des personnes dont la vie avait changé. « Encore une chose, » dit Marc en se tournant vers Alexandra. « Si on veut se battre pour ça, on doit se battre intelligemment. Fini de se cacher des caméras ou d'essayer d'échapper aux rumeurs. On va leur montrer exactement qui on est et ce qu'on est en train de construire. » Alexandra sourit, comprenant enfin ce qu'était une entreprise familiale. Dans tous les sens du terme, le téléphone de Marc vibra. Un message de Charles. « Pierrot, le conseil d'administration regarde le live. Continue. » Camille descendit de son perchoir et glissa sa main dans celle de son père. Ensemble, ils firent face aux caméras qu'ils avaient évitées jusque-là, prêts à raconter leur histoire à leur manière. Parfois, les portes les plus difficiles à ouvrir sont celles que l'on a construites soi-même. Mais avec les bonnes clés, la vérité, le courage et la foi inébranlable d'une petite fille, même les murs les plus solides peuvent s'écrouler. La salle du conseil était silencieuse, tandis qu'Alexandra se tenait debout, tenant une photo usée, qui ne représentait pas Lyon cette fois-ci. Ils avaient insisté pour se réunir à Millbrook, dans la salle de conférence récemment rénovée de l'usine, où les apprentis se réunissaient habituellement pour leur formation. « C'est la dernière photo prise de ma mère », dit-elle d'une voix ferme, mais vulnérable d'une manière que Marc n'avait jamais entendue auparavant. C'était dans le garage de mon grand-père, 1 mois avant sa mort. J'avais 8 ans. Camille, assise entre Marc et Charles Pierrot, se pencha en avant. Sur la photo, une jeune Alexandra se tenait à côté d'une belle femme en salopette, toutes deux couvertes de graisse de moteur et souriantes. Maman adorait travailler sur les voitures avec grand-père. Elle disait que les machines étaient honnêtes. Elles fonctionnaient ou elles ne fonctionnaient pas. Il n'y avait pas de politique d'entreprise. Alexandra sourit faiblement. Les membres du conseil d'administration de l'époque détestaient ça. Une Pierrot qui se salissait les mains. Scandaleux. Elle posa soigneusement la photo sur la table. 1 semaine après que cette photo ait été prise, elle se rendit à une réunion du conseil d'administration. Elle se battit pour que le garage reste ouvert alors qu'il voulait le vendre pour le développer. Sur le chemin du retour, Alexandra s'arrêta. Du verglas. Un camion ne put s'arrêter à temps. Le silence s'épaissit. Même les membres les plus endurcis du conseil d'administration se mirent à bouger, mal à l'aise. Je me suis plongé dans le travail. Les études, continua Alexandra. Un MBA à Harvard, tout ce qu'il fallait. Je suis devenu exactement ce que tout le monde attendait de moi, jusqu'à cette nuit sous la pluie, quand un agent de sécurité m'a tendu les clés de sa voiture sans rien demander en échange. Elle regarda Marc. Ce n'était pas seulement de la gentillesse que je reconnaissais, c'était l'authenticité. La même chose que ma mère avait essayé de protéger et sur laquelle mon grand-père avait bâti cette entreprise. Charles Pierrot s'éclaircit la gorge. La mère d'Alexandra avait compris quelque chose qui m'avait pris des années à réapprendre. Le succès ne se mesure pas seulement en marge bénéficiaire. Il se mesure en vie changée, en communauté construite, en confiance gagnée. C'est très touchant. Et un membre du conseil d'administration intervint. Mais les sentiments ne peinent pas les actionnaires. En fait, Thomas Morel prit la parole depuis le fond de la salle où se tenaient plusieurs apprentis. « Si », dit-il en s'avançant, étalant des papiers sur la table. « Voici les chiffres que M. Duval m'a aidé à compiler. Taux de rétention, coût de formation, retour sur investissement communautaire. Quand les employés se sentent proches d'une entreprise, quand ils font confiance à leur chef, la productivité grimpe. La fidélité des clients augmente. On n'est pas juste des employés, on est des acteurs de notre propre avenir. » Marc regardait sa fille regarder Thomas et voyait qu'elle comprenait ce qu'était le vrai leadership transmis de génération en génération, au-delà des frontières de la richesse et du statut social. « Ma femme Émilie, dit Marc doucement, disait souvent à ses élèves que les choses les plus importantes dans la vie ne peuvent pas être mesurées de manière traditionnelle comme la valeur de l'amour d'une mère, le courage d'une fille ou la confiance d'un inconnu. » Il se leva. « Mais certaines choses peuvent être mesurées. Les familles qui restent ensemble parce qu'elles trouvent du travail près de chez elles. Les enfants qui voient un avenir dans leur ville natale. Des communautés qui croient à nouveau en elles-mêmes. » Alexandra acquiesça. « C'est pour ça que ma mère se battait. Pas seulement pour un garage, mais pour un principe. Que les entreprises doivent être au service des gens, et pas l'inverse. » Camille sortit quelque chose de son sac à dos, une pile de lettres. Elles ont été envoyées à notre maison par des familles de Millbrook et d'autres villes qui demandaient de l'aide. Elles ne sont pas adressées à Pierrot Industries. Elles sont adressées à mon père et à Madame Alexandra parce qu'elles leur font confiance. Charles Pierrot prit une des lettres et la lut en silence. « Peut-être, dit-il au conseil d'administration,
Avons-nous mesuré le succès avec les mauvais outils? Alexandra toucha la photo de sa mère. J'ai passé des années à essayer de faire mes preuves auprès de ce conseil. Mais je réalise maintenant que j'essayais en réalité de lui prouver quelque chose. Que sa mort n'avait pas été vaine. Que les valeurs pour lesquelles elle s'était battue pouvaient encore l'emporter. C'est possible, dit Camille avec la certitude naïve d'un enfant. C'est déjà le cas. Les membres du conseil se regardèrent, puis regardèrent de la scène devant eux. La fille d'un agent de sécurité, l'héritière d'un milliardaire et une salle remplie d'apprentis issus de la classe ouvrière. Tous unis par quelque chose de plus puissant que les protocoles d'entreprise. Ma mère aurait adoré ça. Alexandra sourit, les larmes aux yeux. Elle vous aurait tous adoré. À l'extérieur des fenêtres de la salle de conférence, l'usine bourdonnait de vie. Des parents travaillaient aux côtés de leurs enfants, leur apprenant des métiers, construisant leur avenir. À l'intérieur, quelque chose d'aussi vital était en train d'être reconstruit. La confiance dans la possibilité que les entreprises puissent avoir un cœur, que l'authenticité puisse l'emporter sur l'artifice, que les rêves d'une mère puissent survivre grâce au courage de sa fille d'être elle-même. Marc pensa aux rêves d'une autre mère, qui survivait grâce à la foi inébranlable de Camille en ce qui était juste. Il réalisa que certains héritages n'avaient pas besoin d'être mesurés, mais simplement de la liberté de se développer. La communauté d'abord, les profits ensuite. La nouvelle devise de l'entreprise brillait sur le mur de ce qui était autrefois le bureau de Pierre dans le garage. C'était désormais le siège du programme de formation des apprentis de Pierrot Community Development. Pierre gardait toujours ses outils dans un coin et travaillait sur des voitures entre deux sessions de mentorat. « Ça y est, c'est vraiment en train de se passer », dit Alexandra, en regardant par la fenêtre Thomas Morel diriger un groupe de nouveaux apprentis lors de leur session d'orientation. Le conseil d'administration a approuvé tout. Marc sourit en ajustant le cadre qui contenait leur premier plan d'affaires, écrit au dos d'un set de tables en papier provenant du restaurant Joseph's Diner, lors d'une session de planification tardive. Ils l'ont approuvé parce que ça marche. 6 nouvelles villes ont déjà mis en œuvre le modèle Millbrook, et parce qu'un enfant de 8 ans leur a fait honte en leur rappelant leur humanité, ajoute Alexandra. Camille était dehors avec les apprentis, fière de porter son badge officiel de coordinatrice communautaire junior, un titre qu'elle avait créé elle-même et que le conseil d'administration avait approuvé à l'unanimité. Elle leur montrait son dernier projet, un mur de photos documentant la transformation de la ville. Tu sais ce qu'Émilie dirait de tout ça? Marie est apparue dans l'embrasure de la porte, portant son plateau de thé caractéristique. Ces derniers temps, elle partageait son temps entre la garde des plus jeunes enfants pendant que leurs parents s'entraînaient et le fait de bien nourrir tout le monde grâce à sa cuisine légendaire. « Quoi ?» a demandé Marc. « Que parfois, les meilleures familles sont celles que l'on construit ensemble », a-t-elle répondu en posant le plateau. « Comme ce jeune Thomas qui vient tous les dimanches m'aider dans mon jardin. Ou Madame Pierrot, la doyenne, qui enseigne les maths commerciales à nos filles. » Après l'école, la photo de la mère d'Alexandra était désormais accrochée à côté de celle d'Émilie dans le bureau. 2 femmes qui avaient cru au pouvoir de l'authenticité et de la communauté. Leur héritage continuait de vivre de manière inattendue. En parlant de construire, Alexandra sortit un plan. Le conseil a approuvé notre plus grand projet à ce jour. Un réseau de centres communautaires qui commencera ici même. Des installations de formation, des garderies, des incubateurs de petites entreprises. Tout ce que nous avons appris et dont une ville a besoin pour prospérer. Marc étudia les plans. La conception intégrait des éléments des 2 mondes. L'efficacité moderne se mêlait à la chaleur d'une petite ville. Tout comme eux. On va devoir embaucher plus de personnel, fit-il remarquer. Des gens qui comprennent les 2 côtés. J'ai déjà pris les devants. Alexandra sourit. Tu te souviens de Jeanne, de mon ancien bureau? Elle déménage ici avec sa famille. Elle dit qu'elle veut que ses enfants grandissent dans un endroit authentique. Dehors, Camille montrait aux apprentis comment son père lui avait appris à vérifier le niveau d'huile en se mettant sur la pointe des pieds, avec la même patience que Marc lui avait toujours témoigné. Plusieurs d'entre eux prenaient des notes. C'est elle qui dirigera tout ça un jour, n'est-ce pas? Dit Alexandra doucement. Les 2 côtés, acquiesça Marc, le cœur et les affaires. Son téléphone vibra. Un texto d'Hélène, la mère d'Émilie. Ces derniers temps, elle et Robert étaient leurs plus grands supporters, fiers de voir les valeurs de leur fille perdurer d'une manière aussi significative. Les équipes de tournage arrivent la semaine prochaine, se souvint Marc. Pour ce documentaire sur les entreprises communautaires, le développement. Bien, dit Alexandra avec fermeté. Qu'ils voient à quoi ressemble un vrai changement. Fini de se cacher. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres du garage, illuminant les lettres dorées de leur devise. En dessous, Camille avait ajouté sa propre signature au crayon, avec soin. Entreprise de réparation de portes de papa et de Madame Alexandra. La voix de Pierre résonnait depuis l'atelier, où il enseignait à un jeune apprenti la même leçon qu'il avait autrefois enseignée à Marc.
Parfois, l'outil le plus important dans ta boîte n'est pas une clé, c'est la confiance. Marie versa du thé dans les vieilles tasses d'Émilie, celles avec de petites roses sur le bord. À la famille, dit-elle, sous toutes ses formes. Ils levèrent leurs tasses lorsque Camille entra en bondissant. De la graisse de moteur sur la joue, les yeux brillants de détermination. Thomas dit « Je peux aider à enseigner aux nouveaux enfants comment fonctionnent les carburateurs demain. Comme tu m'as appris, papa. » Marc regarda sa fille, si sûre d'elle maintenant dans ces deux mondes. Alexandra, qui avait retrouvé la vérité de sa mère. Marie, qui avait aidé à les maintenir tous ensemble devant le mur de photos où le sourire d'Émilie bénissait tout cela pour la famille. Et il répéta, et pour garder toutes les bonnes portes ouvertes. À travers la fenêtre, il pouvait voir les apprentis se rassembler autour du dernier projet de Thomas, une Toyota Corolla familière en cours de restauration pour servir de véhicule d'apprentissage. Certaines portes, semblait-il, ne se fermaient jamais vraiment. Elles menaient simplement à des pièces plus grandes où plus de gens pouvaient se réunir, apprendre et grandir ensemble. 6 mois plus tard, Marc se tenait devant le plan de leur projet le plus ambitieux à ce jour, le Centre communautaire d'innovation Pierrot. Ce bâtiment de 3 étages allait réunir tout ce qu'ils avaient appris. Un centre de formation à la pointe de la technologie, une petite entreprise, des espaces d'incubation, une crèche et même un jardin sur le toit conçu par Marie. « Regarde ce qui vient d'arriver !» a crié Alexandra en poussant un chariot chargé de cadres. À l'intérieur de chacun d'eux se trouvait un article en première page. Le modèle Pierrot Duval révolutionne le développement communautaire. L'histoire avait été reprise par les principaux journaux du pays. « Papa, Madame Alexandra !» Camille fit irruption, encore en uniforme scolaire. Thomas a reçu sa lettre d'acceptation. Derrière elle, Thomas Morel entra plus calmement, mais son sourire le trahissait. Il tenait une enveloppe portant le logo du Massachusetts Institute of Technology. Une bourse complète pour leur programme d'ingénierie, plus un stage garanti ici pendant les étés. Marc serra dans ses bras le jeune homme qui était devenu comme un fils pour lui. « Tes parents doivent être fous de joie. Maman a pleuré pendant 1 heure, avoua Thomas. Papa aussi, mais il prétend que c'était à cause de ses allergies. Et le meilleur, Camille saute sur place, c'est que Thomas va aider à concevoir notre nouveau programme STEM pour les jeunes avant de partir. J'ai déjà des idées pour le club de robotique. » Alexandra sourit devant l'enthousiasme de Camille. Ces derniers temps, la fillette de 9 ans passait des heures dans les bureaux de ses parents après l'école, absorbant tout ce qu'elle pouvait apprendre, des principes d'ingénierie à l'organisation communautaire. Elle avait même créé un conseil d'entreprise junior avec les enfants d'autres employés. En parlant de programme, Alexandra sortit sa tablette. Les chiffres de nos 6 premières villes partenaires étaient arrivés. L'emploi avait augmenté de 40%, la création de petites entreprises de 65%. Et voici ma statistique préférée. 45% des jeunes disent voir un avenir dans leur ville natale. La porte s'ouvrit à nouveau et Pierre et Marie arrivèrent. « Bonjour », dit Pierre en serrant la main de Marc et d'Alexandra. « Comment ça va ?»« Très bien », répondit Marc. L'emploi a augmenté de 40%, la création de petites entreprises de 65%. Et voici ma statistique préférée. 45% des jeunes disent voir un avenir dans leur ville natale. La porte s'ouvrit à nouveau lorsque Pierre et Marie arrivèrent pour leur réunion quotidienne. Ces réunions étaient devenues une sorte de dîner familial avec la cuisine de Marie et la sagesse pratique de Pierre, qui les aidait à garder les pieds sur terre tout au long de leur croissance. « J'ai amené quelqu'un avec moi », a annoncé Pierre. Hélène et Robert Greene sont entrés derrière lui, portant ce qui semblait être de vieux albums photos. « Nous faisions le ménage dans le grenier », a expliqué Hélène, « et nous avons trouvé les journaux intimes d'Émilie à l'université. Sa thèse portait sur l'éducation communautaire. Toutes ces idées pour connecter les écoles aux entreprises locales, créer des opportunités d'apprentissage dans le monde réel, exactement comme ce que nous faisons maintenant, dit Camille doucement, en touchant les journaux. Robert s'éclaircit la gorge. Elle serait si fière de tout cela, de vous tous. Le groupe se rassembla autour de la table de conférence. Ce n'était plus le mobilier d'entreprise raffiné de Lyon, mais une pièce artisanale fabriquée par les apprentis menuisiers de Millbrook. Marie commença à disposer les récipients contenant ses dernières recettes, tandis que Pierre étalait les plans de construction de leur nouveau centre. « Tu te souviens quand tout a commencé ?» réfléchit Thomas en regardant une photo accrochée au mur. Marc tendant les clés de la Toyota à Alexandra. Cette nuit pluvieuse, une voiture, un acte de confiance. Et regarde-nous maintenant. Alexandra montra du doigt le plan. 20 villes d'ici l'année prochaine. Un tout nouveau modèle de développement commercial éthique. Tout ça parce que papa sait comment ouvrir des portes. Camille finit sa phrase, faisant rire tout le monde. Marc regardait sa fille se plonger dans les journaux de sa mère, voyait avec quelle aisance elle passait des dessins techniques de Thomas aux propositions commerciales d'Alexandra. Elle grandissait dans un monde où la communauté et le commerce n'étaient pas des forces opposées, mais des partenaires dans quelque chose de plus grand.
Le soleil se couchait derrière leurs fenêtres, projetant de longues ombres sur Main Street. L'équipe du soir arrivait à l'usine. Les parents déposaient leurs enfants à la nouvelle garderie agrandie de Marie. Les apprentis se rendaient à leur cours du soir au centre de formation. « Tu sais ce que maman a écrit ici ?» Camille leva les yeux d'un journal. Elle a dit « La vraie richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu construis ensemble. » Alexandra toucha la photo de sa propre mère. 2 femmes extraordinaires qui ont vu l'avenir avant nous. 3, corrigea Marc en regardant sa fille. Peut-être même plus. Il travaillait tard dans la soirée, planifiant et rêvant. Le monde de l'entreprise et les valeurs de la petite ville avaient cessé d'être des forces opposées pour devenir des atouts complémentaires. Chaque feuille de calcul avait une histoire derrière elle. Chaque politique, un objectif humain. Lorsque Camille s'est finalement endormie sur le canapé du bureau, Marc l'a couverte avec la même couverture qu'il avait autrefois utilisée lors de ses gardes de nuit. Certaines choses n'avaient pas changé. Son envie de la protéger, de construire un monde meilleur pour elle. Mais maintenant, ce monde était plus grand, plus riche, plein de possibilités dont Émilie avait rêvé et qu'Alexandra avait aidé à réaliser. Ensemble, ils construisaient quelque chose qui transcendait les indicateurs commerciaux ou les frontières communautaires. Ils prouvaient qu'avec le bon équilibre entre le cœur et la raison, entre la confiance et l'innovation, n'importe quelle porte pouvait devenir un pont. « Ferme les yeux !» insista Alexandra, insista-t-elle en guidant Marc et Camille à travers la brume matinale vers le garage de Pierre. « Ne triche pas, c'est à propos de l'annonce de la fusion ?» demanda Marc, gardant les yeux fermés tandis que Camille le guidait par la main. Le monde des affaires bruissait de rumeurs sur les dernières manœuvres de Pierrot Industries. « C'est mieux !» répondit Alexandra. « Beaucoup mieux !» La porte du garage s'ouvrit dans un grincement familier. La voix de Pierre retentit. « Ok, ouvrez les yeux !» dit-il. Marc ouvrit les yeux et se figea. Là, au milieu du garage, se trouvait sa vieille Toyota Corolla, mais pas telle qu'il se la rappelait. La voiture avait été entièrement restaurée. Chaque bosse avait été lissée, chaque éraflure effacée. La peinture défraîchie avait été remplacée par une finition bleu profond brillante. Mais elle n'était pas simplement restaurée. Elle avait été transformée tout en restant exactement ce qu'elle avait toujours été. Comment ? Il réussit à s'approcher. Thomas dirigeait l'équipe de restauration, expliqua Alexandra. Tous les apprentis du programme y avaient contribué. Ils y travaillaient depuis des mois entre les sessions de formation. Camille sautait d'excitation. « J'ai aidé à choisir la couleur. C'est le même bleu que la robe préférée de maman. » Marc passa sa main sur le capot familier. La voiture avait l'air toute neuve, mais les petites imperfections qu'il connaissait par cœur étaient toujours là. Le rétroviseur légèrement tordu que Camille avait essayé de réparer une fois. Le petit cœur qu'Émilie avait gravé sur le tableau de bord lors de leur premier rendez-vous. « Regarde à l'intérieur », dit Pierre. L'intérieur avait été refait à neuf. La nouvelle garniture était assortie à l'ancienne moquette. Les équipements modernes s'intégraient parfaitement au design classique. Sur le siège passager se trouvait un petit album photo. « Ouvre-le », a dit Alexandra doucement. À l'intérieur, il y avait des photos qui retraçaient le parcours de la voiture. Marc conduisant Camille à son premier jour d'école. Émilie apprenant à Camille à aider à la laver. La nuit où Marc avait remis les clés à un inconnu trempé par la pluie. La dernière page contenait les clés d'origine, accompagnées d'un message simple. « Certaines portes méritent d'être gardées ouvertes. On a pensé à t'acheter une nouvelle voiture, » avoua Alexandra. « Une voiture chic, une voiture de fonction. Mais ça n'aurait pas été la bonne décision. Cette voiture fait partie de ton histoire, de notre histoire. » Thomas sortit de l'atelier avec d'autres apprentis qui avaient travaillé à la restauration. « On a ajouté quelques options spéciales, » expliqua-t-il fièrement. Des systèmes de sécurité modernes, une meilleure consommation de carburant et même un petit système informatique, mais tout est caché pour préserver l'âme de la voiture d'origine. Marc remarqua d'autres visages familiers qui se rassemblaient. Marie, Hélène et Robert, Charles Pierrot, même des membres blasés qui avaient autrefois douté de toute cette aventure. Le garage se remplissait de personnes dont les vies s'étaient entremêlées grâce à un simple acte de confiance lors d'une nuit pluvieuse. « Il y a encore une chose », dit Alexandra, soudain nerveuse. Elle fouilla dans la boîte à gants et en sortit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un certificat de propriété de la nouvelle société Pierrot Duval Community Trust. Un document juridiquement contraignant garantissant que leur vision d'un développement commercial éthique se poursuivrait pendant des générations. « Je veux que ce soit officiel », dit Alexandra d'une voix douce mais claire. Pas seulement le partenariat commercial, mais tout. La confiance qu'on a construite, la famille qu'on a créée, l'avenir qu'on envisage. Elle prit une profonde inspiration. « Si tu es d'accord. » Le garage devint silencieux. Camille regarda entre eux, les yeux écarquillés, comprenants et pleins d'espoir. Marc repensa à un autre moment dans ce garage, des années auparavant, quand Émilie l'avait aidé à reconstruire le moteur de la Toyota. Parfois, elle disait «
Les choses les plus précieuses sont celles que l'on remonte avec amour. Il regarda Alexandra, qui n'était plus l'inconnue trempée par la pluie, ni l'héritière d'une entreprise, mais sa partenaire dans la construction de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, puis Camille, qui leur avait montré à tous comment relier deux mondes avec une grâce et une sagesse qui dépassaient son âge. Le soleil du matin pénétrait par les fenêtres du garage, illuminant la carrosserie immaculée de la Toyota. Dans son reflet, Marc pouvait les voir tous. La famille improbable qu'ils avaient formée, la communauté qu'ils avaient transformée, l'avenir qu'ils avaient construit sur la confiance et l'authenticité. « Oui », dit-il simplement. « À tout ça », s'écria Camille avec joie, tandis que les applaudissements remplissèrent le garage. Marie essuya ses larmes tandis que Pierre faisait semblant d'avoir quelque chose dans les yeux. Thomas et ses apprentis échangèrent des sourires fiers, sachant qu'ils avaient participé à quelque chose d'exceptionnel. Les mains d'Alexandra tremblaient légèrement lorsqu'elle tendit les clés à Marc, les anciennes, restaurées tout comme la voiture. Prêt pour le prochain chapitre, Marc regarda sa fille et vit le sourire d'Émilie dans ses yeux. « Qu'en penses-tu, princesse ?» Encore une porte à ouvrir. Camille prit ses deux mains et les joignit aux siennes. « La plus grande jusqu'à présent, papa. La plus grande jusqu'à présent. » Le mariage n'a pas eu lieu dans une grande cathédrale ou un hôtel de luxe. Ils ont plutôt choisi le jardin sur le toit du centre communautaire récemment achevé, la fierté et la joie de Marie, où les herbes et les fleurs créaient une cathédrale naturelle à ciel ouvert. La Toyota restaurée, polie à la perfection, trônait près de l'entrée, décorée de rubans blancs et d'une pancarte « Just Married » peinte à la main par Camille. « Prêt ?» demanda Camille en ajustant sa robe de demoiselle d'honneur. Elle avait insisté pour avoir du bleu, la même teinte que la Toyota, la même couleur que la robe préférée de sa mère. Marc redressa sa cravate, simple et élégante, comme tout le reste de cette journée. « Je suis prêt, comme je ne le serai jamais. » Hélène apparut et lui toucha le bras. « Émilie aurait adoré ça, dit-elle doucement. Tout ça. » Elle glissa quelque chose dans sa main. L'ancien porte-clés d'Émilie, celui qui avait tenu les clés de la Toyota pendant tant d'années. Quelque chose d'ancien, quelque chose d'emprunté. En bas, dans le jardin, les invités se rassemblaient, pas séparés entre les mariés et les demoiselles d'honneur, mais mélangés comme les communautés. Ils s'étaient unis. Les ouvriers d'usine étaient assis à côté des membres du conseil d'administration. Les apprentis discutaient avec les cadres supérieurs. Toutes les barrières avaient disparu dans cette célébration de quelque chose d'authentique. Thomas Morel, de retour de son premier semestre au MIT, se tenait avec ses étudiants en ingénierie. Ils avaient créé un cadeau de mariage spécial, une maquette fonctionnelle de leur première usine, avec de minuscules apprentis et une réplique de la célèbre Toyota. Alexandra attendait à l'avant, rayonnante dans une robe blanche simple qui aurait fait rêver les magazines de mode, mais qui lui allait parfaitement. Son père, Charles, se tenait à ses côtés, les yeux embués en regardant Camille conduire Marc vers l'hôtel. La cérémonie elle-même était brève, mais pleine de sens. Ils avaient écrit leurs propres vœux, parlant non seulement d'amour, mais aussi de confiance, d'ouvrir des portes ensemble, de construire des ponts entre des mondes. Lorsque Camille s'avança pour lire un passage du journal d'Émilie sur l'amour et les nouveaux départs, il n'y avait pas un œil sec dans le jardin. Par la force de l'amour, de la confiance et de la communauté, conclut le pasteur, je vous déclare maintenant mariés. Une cloche familière sonna, celle du garage de Pierre qui avait annoncé tant de nouveaux départs. La foule a éclaté en acclamations lorsque Marc et Alexandra se sont embrassés, Camille rayonnant entre eux. La réception ressemblait plus à une réunion communautaire qu'à une fête de mariage formelle. La cuisine de Marie était à l'honneur, servie aux côtés de plats préparés par des restaurants locaux. Les apprentis avaient construit eux-mêmes la piste de danse, et la première danse a été accompagnée par un groupe composé d'ouvriers de l'usine et de leurs familles. « Regarde ce que Thomas m'a aidé à faire », dit Camille plus tard, en leur présentant un cadeau spécial. C'était un album détaillé, retraçant leur parcours depuis cette nuit pluvieuse jusqu'à aujourd'hui. Les dernières pages étaient vierges, attendant de nouveaux chapitres. Pour toutes les histoires à venir, expliqua-t-elle à la tombée de la nuit, alors que les lumières scintillaient dans le jardin sur le toit. Alexandra trouva Marc debout près de la Toyota, perdu dans ses pensées. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle en glissant sa main dans la sienne. « Aux portes » répondit-il. « Et à la façon dont certaines portes vous ramènent chez vous, simplement par un chemin différent. »« Je pensais juste aux portes » répondit-il en souriant. « Et au fait que parfois, les meilleurs vous ramènent tout droit chez vous, mais par un chemin différent. » Camille les rejoignit, suivie de Marie, Pierre, les Greens, Charles Pierrot, Thomas et les autres. Leur famille élargie, unie non pas par le sang, mais par quelque chose d'aussi fort, des rêves partagés, un objectif commun et le courage de croire en un nouveau départ. La Toyota restaurée brillait dans la lumière du jardin, ses nouvelles caractéristiques cachées sous sa carrosserie familière,
tout comme leur vie avait été transformée tout en conservant leur vérité essentielle sur le tableau de bord, à côté du cœur griffonné d'Émilie. Ils avaient ajouté une petite plaque. Chaque fin n'est qu'un début déguisé. Prêts à partir ? Demanda Alexandra alors que la soirée touchait à sa fin. Leur lune de miel serait une lune de travail. Ils visiteraient des projets communautaires à travers le pays, diffusant leur modèle de développement éthique. Marc regardait sa fille, qui s'endormait contre l'épaule de Marie. Thomas, qui enseignait aux jeunes apprentis un nouveau pas de danse. Les membres du conseil d'administration et les ouvriers de l'usine qui partageaient leurs histoires autour des desserts de Marie, sa nouvelle épouse qui avait franchi le seuil de sa porte un soir de pluie et l'avait aidé à construire un pont entre deux mondes. Prêt, dit-il, toujours prêt à franchir la prochaine porte. Ils partirent dans la Toyota. Bien sûr, c'était le seul choix qui avait du sens. Derrière eux, le centre communautaire brillait comme un phare, guidant les autres vers la possibilité que les entreprises puissent avoir un cœur, que les communautés puissent prospérer, que l'amour puisse combler n'importe quel écart. Et la pancarte « Camille vient de se marier » flottait dans la brise, écrite avec les mêmes lettres soignées qu'elle avait utilisées pour étiqueter les outils de son père à l'époque où leur monde était plus petit. Mais leur cœur était tout aussi rempli. Un an plus tard, la vieille Toyota s'est arrêtée devant le centre communautaire par une fraîche matinée d'automne. Camille, qui avait maintenant 10 ans, sortit la première et courut devant avec les bras chargés de photos pour la célébration du premier anniversaire du centre. Marc et Alexandra la suivirent plus lentement, profitant de l'enthousiasme de leur fille. « Tu arrives à croire qu'une année s'est déjà écoulée ?» demanda Alexandra, la main posée légèrement sur son ventre qui s'arrondissait. Le nouveau membre de la famille devait arriver au printemps. À peu près au même moment, le 100e Pierrot Duval Community Center allait ouvrir ses portes. La salle principale était déjà en effervescence. Thomas était venu du MIT pour présenter les dernières innovations. Dans le cadre de leur programme d'ingénierie pour les jeunes, Marie supervisait une armée de cuisiniers locaux qui préparaient la fête, tandis que Pierre faisait visiter les nouvelles installations de formation. « Papa !» a appelé Camille depuis le mur des souvenirs qu'elle avait créé. « Viens voir ce que j'ai trouvé. » Le mur s'était agrandi au fil de l'année, racontant non seulement leur histoire, mais aussi celle d'innombrables autres personnes dont la vie avait été transformée. Camille montra une photo récemment ajoutée. Émilie sur la photo de remise des diplômes de l'université, fière dans sa toge, et son mortier. Grand-mère Hélène l'a trouvé hier, expliqua Camille. Regarde ce que maman a écrit au dos. Marc retourna le cadre. L'écriture familière d'Émilie avait écrit une citation. L'éducation ne consiste pas seulement à apprendre des faits. Il s'agit d'apprendre à croire aux possibilités. Elle aurait adoré ce que vous avez construit ici, dit une voix derrière eux. Charles Pierrot s'approcha, s'appuyant sur sa canne, mais les yeux brillants de fierté. Vous deux, vous tous. À travers les fenêtres, ils pouvaient voir des groupes arriver pour la fête. Les ouvriers de l'usine Millbrook, désormais associés dans leur propre entreprise, des apprentis venus de 20 villes différentes, certains ayant déjà leur propre programme, des membres du conseil d'administration qui avaient véritablement adhéré au pouvoir du développement communautaire. Thomas rassembla tout le monde dans le hall principal, debout à côté de la maquette de leur premier projet, qui s'était agrandi pour inclure chaque nouveau développement. Il y a 1 an, commence-t-il, nous avons célébré un mariage ici, mais nous célébrions en réalité quelque chose de plus grand. Le mariage de 2 idées, que les affaires peuvent avoir un cœur, et que la communauté est le meilleur investissement que l'on puisse faire. Camille s'avança pour dévoiler son dernier projet, un documentaire qu'elle avait réalisé avec l'aide du programme médiatique pour les jeunes. Et ce n'est que le début, annonça-t-elle. Attendez de voir ce que nous prévoyons pour les 10 prochaines années. La foule a ri, mais Marc et Alexandra ont échangé un regard complice. Le plan décennal de leur fille était en effet très impressionnant, combinant développement durable, préservation culturelle et innovation technologique. Alors que la célébration se poursuivait, Marc s'est retrouvé devant le mur des souvenirs. La photo de cette nuit pluvieuse occupait toujours la place d'honneur. Au moment où il avait remis ses clés à un inconnu et ouvert une porte à laquelle aucun d'eux ne s'attendait, Alexandra l'avait rejoint, leurs mains se trouvant naturellement. « Tu regrettes ?» lui avait-elle demandé. Marc avait regardé autour de lui sa famille élargie. Camille apprenait aux plus jeunes enfants à s'organiser en communauté. Thomas encadrait la prochaine génération d'ingénieurs. Marie créait de nouveaux programmes d'aide aux familles. Pierre développait les programmes d'apprentissage à l'UB. La Toyota à l'extérieur fonctionnait toujours aussi bien, prête à les emmener vers de nouvelles aventures. « Justin, sourit-il, qu'Émilie ne puisse pas voir tout cela, même si parfois je pense qu'elle le peut. »« Si, elle le peut, » dit Camille, qui venait de les rejoindre. « À travers nous, à travers tout ce que nous construisons ensemble. » Le bruit des enfants qui riaient attira leur attention vers le jardin sur le toit, où Marie faisait visiter les lieux aux familles intéressées par la création de leur propre jardin communautaire.
Les apprentis faisaient la démonstration des nouvelles technologies durables qu'ils avaient développées, tandis que les membres du conseil d'administration discutaient des plans d'expansion avec les dirigeants locaux. Leur simple geste de confiance avait donné naissance à quelque chose d'extraordinaire. Non seulement ils avaient rapproché les communautés, mais ils les avaient transformées, créant un nouveau modèle d'entreprise éthique qui se répandait dans tout le pays. Prêt pour le prochain chapitre ? Demanda Alexandra, une main sur son ventre, l'autre tenant les micros. Camille sourit, sortant son carnet toujours présent rempli de nouvelles idées. « J'ai déjà des projets. » Marc regarda sa fille, qui ressemblait tellement à Émilie dans sa détermination à rendre le monde meilleur, tout en restant unique dans sa façon de rassembler les gens. Puis il regarda sa femme, qui l'avait aidé à comprendre que parfois les plus grands rêves étaient les plus réalistes, et enfin la communauté qu'ils avaient bâtie, prouvant que le succès pouvait se mesurer en vies changées et l'espoir retrouvé. « C'est parti !» dit-il, les clés dans sa poche, sa famille à ses côtés, des portes s'ouvrant partout où il regardait, toujours prêt. Dehors, la Toyota attendait fidèlement, sa carrosserie restaurée brillante au soleil. Sur la vitre arrière, Camille avait ajouté une nouvelle pancarte sous son dessin « Just Married », réalisé pour leur mariage. Chaque kilomètre parcouru était un nouveau départ, et c'était exactement ce que c'était. Chaque jour, chaque projet, chaque vie touchée, chaque nouveau départ, chaque porte qui s'ouvre, chaque rêve qui devient réalité, exactement comme Émilie l'aurait voulu, exactement comme ils l'avaient construite ensemble. Si, comme Marc, tu crois qu'un petit geste de gentillesse peut changer le monde, écris « La gentillesse revient » dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.